Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Ravie de vous retrouver pour cet épisode 6 de Trouver l'amour à Paris qui nous permet d'apprendre le français au travers d'une histoire romantique et de parler également de la France, de la nourriture et de la grammaire, bien sûr, puisque beaucoup de personnes suivent ces épisodes afin de faire les exercices et de voir la langue en contexte. Alors, la semaine dernière, on ne s'était pas vu, tout simplement parce que j'avais une surprise à vous annoncer. Donc j'ai enfin terminé ma formation français pour débutants. Donc je vais vous le présenter plus en détail par la suite. Alors pourquoi cette formation? Tout simplement parce que beaucoup de personnes me demandaient des cours, me demandaient tout simplement aussi est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les débutants, poser des questions qui revenaient tout le temps. Et j'avais envie de faire une formation dans un premier temps pour débutants, ensuite on verra pour niveau moyen, puis pour avancer. Bienvenue dans ce cours qui s'adresse donc aux débutants, principalement aux grands débutants et aussi à ceux qui veulent revoir les bases et notamment à tous ceux qui ont quelques soucis avec la phonétique et qui ne veulent pas passer non plus énormément de temps, qui veulent avoir donc une pratique pragmatique. Donc nous avons ici un petit programme qui commence donc par la phonétique, l'alphabet et comment on prononcer certains noms, comment ne pas les prononcer en copiant l'anglais ou votre langue maternelle. C'est la difficulté que j'ai remarquée chez de nombreux apprenants. Donc dans cette formation, nous allons voir effectivement comment éviter ce genre d'erreur afin de se sentir un petit peu plus à l'aise lorsque l'on parle. Et puis c'est important parce que lorsque l'on parle également pour pouvoir reconnaître les sons prononcés par les autres personnes afin de pouvoir les imprimer et les recopier et donc de développer notre connaissance et notre pratique du français. Nous verrons également donc vraiment des choses de base, comment créer une phrase affirmative, une phrase négative et une phrase interrogative. Le but est en fait dans cette formation de vous donner vraiment des bases solides et donc il y a un petit peu aussi de vocabulaire et nous rappelons bien sûr le principe de base masculin-féminin important en français, également comment former les pluriels, les règles de l'adjectif. Enfin, je vous laisse deviner tout le programme qui est un programme vraiment basique de niveau A0 à A1. Il y aura des formations beaucoup plus avancées pour ceux d'un niveau supérieur. Néanmoins, il me semble que cette formation s'adresse aussi aux faux débutants parce que vous avez la possibilité de vraiment réviser toutes vos bases et de lever bien sûr des doutes. Vous pouvez également laisser des commentaires, je vous répondrai dans la mesure du possible et n'hésitez pas bien sûr à télécharger les ressources mises à votre disposition. N'allez pas trop vite, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois l'exercice et je tenais à préciser que je faisais mes formations moi-même sans aide d'intelligence artificielle et quand je lis, donc des fois c'est un peu robotique parce que je prends mon temps afin de lire. Bien évidemment, je n'autorise pas les intelligences artificielles à utiliser mon contenu, c'est un contenu qui est fait par un cerveau humain et par conséquent, je tiens à ce que ça reste 100% cerveau humain. Voilà, c'est un petit peu mon point de vue personnel. Je passe pas mal de temps, je pourrais aller beaucoup plus vite pour faire cette formation, mais je pense que c'est mieux qu'un humain s'adresse à des humains. Et voilà, si cette formation peut vous aider à compléter votre apprentissage en utilisant les nouvelles technologies, mais avec bien sûr donc une conception humaine et donc merci de votre indulgence si parfois il y a des petites fautes de frappe ou coquilles. Merci de me l'indiquer et je le corrigerai. Et n'hésitez pas non plus à vouloir échanger avec moi, comme je vous ai dit, dans la mesure du possible, je vous répondrai. Je vous souhaite une agréable formation et je vous dis à très bientôt tout au long de ces chapitres.
Donc c'est une formation qui permet notamment en termes de phonétique de revoir comment prononcer les mots, mais au niveau aussi de la syntaxe. En fait, l'idée, quand je dis pour débutants, c'est surtout de reprendre les bases pour pouvoir vraiment, en toute situation, se débrouiller de manière basique. Ensuite, bien sûr, on peut toujours perfectionner, découvrir d'autres choses. Alors c'est assez drôle parce que j'ai vu que dans mes abonnés, il y avait des personnes qui travaillaient dans des sociétés pour les intelligences artificielles. Bah écoutez, si ça vous intéresse, mon cours, je suis flattée, mais voilà, moi je n'utilise aucun outil informatique. Par contre, pour les traductions, vous avez donc les traductions des sous-titres qui sont faites par l'intelligence artificielle de YouTube, et par conséquent, ça me prend énormément de temps de corriger toutes les erreurs. Je voulais faire un petit point d'ailleurs. En ce moment, je vois beaucoup de gens qui me posent des questions, qui me disent oui, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu ça sur Insta. Il faut arrêter de se baser sa vie d'après ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pensez à prendre des livres, à prendre des dictionnaires, et si vous avez la chance d'avoir des personnes francophones auprès de vous, vos amis ou des membres de famille, n'hésitez pas à leur demander: est-ce que je prononce bien? Dites-leur: j'apprends le français, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, alors corrige-moi parce que je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je ne sais pas si c'est la bonne tournure de phrase. Essayez de remettre l'humain au cœur de tout, c'est la chose la plus importante. Je sais que les nouvelles technologies, c'est très pratique, ça permet aussi de se rencontrer, il y a des choses positives. Vous voyez, là, on est ensemble sur YouTube grâce à la technologie, et donc on ne peut pas non plus tout rejeter, mais il y a des choses qui doivent continuer d'être faites par les humains. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Actuellement, on voit beaucoup les starter packs. Oh là là, j'ai du mal avec l'anglais là. Des gens, vous voyez, c'est une nouvelle tendance, et en fait, les illustrateurs ne sont pas contents. C'est vrai que si vous regardez les produits qui sont faits par les intelligences artificielles, tout est standardisé, c'est le même style graphique, il n'y a pas de personnalisation. Or, qu'est-ce qui fait vraiment l'intérêt de quelque chose sur cette terre? Eh bien, c'est que nous sommes tous différents. Et pareil pour le langage, je fais un parallèle avec le langage. En fait, le langage vous permet de découvrir des différences culturelles. Nous voulons dans cette chaîne un espace qui permet aux gens de se rencontrer. Nous sommes tous différents, nous pensons tous différemment, et c'est ça qui fait le charme de la rencontre, le charme des langues. Et justement, quand vous apprenez une langue, sachez que chaque langue est différente, donc ce qui est valable dans votre langue n'est absolument pas valable dans une langue. Et si vous avez un traducteur qui traduit autre chose alors qu'un natif vous dit autre chose, moi, je serai vous, je ferai des recherches, parce que ce n'est pas forcément la technologie qui a toujours raison. Parfois, il y a des contextes à prendre en considération, et par rapport à l'élision, notamment l'élision, donc vous savez, l'apostrophe, je vois de plus en plus de gens qui parlent en faisant des fautes, en faisant pas l'élision, parce que, en fait, sur les outils de traduction, pour l'instant, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on ne connaît pas l'élision dans certains de ces produits. Donc, les gens apprennent mal. Donc, c'est pour ça, vraiment, je vous demande de remettre l'humain au cœur de tout et de vous renseigner auprès de personnes humaines. Et voilà, bah, que dire de plus, à part que je vous souhaite un agréable dimanche. Si vous voyez samedi ou dimanche, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais en tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, j'espère que ce petit épisode vous plaira et nous permet de découvrir des traditions culinaires différentes et des pratiques différentes.
Alors, nous commençons la lecture de l'épisode numéro 6. Alors, la ville était complètement silencieuse, il suffit que je commence à vouloir faire la lecture pour qu'il y ait plein de bruit, donc j'espère que ça ira. Donc nous sommes déjà à l'épisode numéro 6 et cette fois-ci, comme nous sommes au mois d'avril et que cet épisode sort au moment de Pâques, donc n'oubliez pas d'aller faire également la lecture concernant la tradition de Pâques et les imagiers, même si dans la chronologie de l'histoire, ça se passe au mois de décembre. Hein, voilà. Alors, que dire sur cet épisode 6? Eh bien que nous allons retrouver nos personnages et nous passons directement au résumé afin de remettre un petit peu l'histoire en situation. Donc, comme vous l'avez vu, on a parlé des personnages. Donc, le personnage principal, bien sûr, même si on l'a pas beaucoup vu, c'est Giulietta. On a également Arthur. On a également tous les personnages qui sont autour de Giulietta et d'Arthur, hein, donc les membres de la famille. Et on va donc venir sur le résumé. Alors, les personnages que nous avons rencontrés dans les 5 épisodes précédents, je le répète, hein, Giulietta, une jeune étudiante italienne qui vient à Paris pour faire un stage. Alors, à chaque fois qu'on fait un résumé, j'en profite pour introduire des points de grammaire et de langage. Donc, à Paris, parce qu'on met la préposition à devant les noms de villes. J'habite à Paris, j'habite à Lyon, j'habite à Marseille, j'habite à Londres. Voilà, c'est toujours à. Ensuite, Arthur, un jeune banquier parisien qui voyage en train avec son oncle et ses amis pour récupérer une planche de surf. Arthur habite Paris, il est donc parisien. Parisien est donc un adjectif qualificatif qui donc désigne les habitants masculins de Paris. Si nous parlions de Paloma, Paloma est également une habitante de Paris, elle est parisienne. Pensez bien que l'adjectif comporte toujours une forme masculine et une forme féminine. Et bien sûr, là on a mis parisien, parisienne, mais par exemple pour reprendre l'exemple de Lyon, on dit un Lyonnais, une Lyonnaise. Donc selon chaque ville, l'adjectif ne va pas avoir la même terminaison. Je sais que c'est évident pour les gens qui sont d'un niveau déjà avancé, mais n'oubliez pas que dans cette série, nous sommes aussi pour les débutants. Alors, Paloma, DJ, qui a utilisé ses contacts pour aider Giulietta à trouver un stage et un logement et qui a des soucis au travail. Je reviens sur cette phrase pour expliquer qui. Ici, le sujet de cette phrase, c'est Paloma. Donc, on va utiliser le pronom qui. Encore une fois, je vous renvoie vers ma formation pour débutants qui explique les pronoms. Et je vous invite ici, à travers ce texte, à regarder, à repérer pour mettre en pratique les règles de grammaire. Fabrice, un ami de Paloma qui a accepté d'héberger Giulietta et qui va peut-être l'accueillir à la gare. Alors, encore une fois, voyez le pronom relatif qui, Fabrice, c'est le sujet de la phrase, donc il est logique d'avoir qui. Ensuite, on a une chose dont on a parlé plusieurs fois et je vous invite à revoir les vidéos de la chaîne aussi, c'est l'élision. Devant héberger, il y a un H, le H en français est toujours muet, donc on ne dit pas de héberger. On ne dit pas un ami de Paloma qui a accepté de héberger. J'ai beaucoup d'élèves qui, lorsqu'ils voient le D apostrophe, se sentent obligés de corriger et de rajouter une voyelle. Pas du tout. On ne rajoute pas de voyelle puisque c'est l'élision et que c'est obligatoire devant une voyelle ou un H muet. Alors, à propos du H muet, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le H est toujours muet, mais il y a deux appellations.
il y a un H muet et un H aspiré. Et ça porte à confusion, parce que le H aspiré, il est aussi muet. Seulement, les mots avec le H aspiré sont des mots devant lesquels je ne peux pas faire l'élision pour des raisons historiques et de phonétique. Nous avons fait une vidéo sur la chaîne, je mets en référence dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo pour que vous puissiez la revoir pour les personnes qui ne l'avaient pas vue et aussi si vous avez besoin de réviser. Idir en couple avec Carla, deux amoureux qui ont leurs propres défis. Alors, on sait que Idir et Carla ont quelques problèmes de couple. Et donc, pour ça, au lieu de mettre toujours le mot problème, ici j'ai mis le mot défi. C'est vrai qu'ils ont besoin de bien s'entendre entre eux. Et ça représente un défi, ça représente un challenge. François, l'oncle d'Arthur, qui n'a décidément rien compris au monde moderne. Alors, dans cette phrase, vous avez encore une fois l'élision. Le mot oncle commence par une voyelle, la lettre O. Donc, L', donc on dit bien l'oncle et non pas le oncle. Je sais que beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de traducteurs font ça, mais parce qu'ils ne parlent pas bien le français. Et donc ce n'est pas parce que dans une autre langue, ça veut dire que c'est familier, qu'ici nous sommes face à quelque chose de familier. Ici c'est quelque chose de phonétique. On fait l'élision, c'est obligatoire. Et vous voyez, Arthur commence par la lettre A, donc on ne dit pas de Arthur, mais d'Arthur. À titre personnel, vous savez que je suis professeur et que les élèves qui ne font pas l'élision, je leur enlève des points. Voilà, dans des examens. Donc, retenez bien, François, l'oncle d'Arthur, qui n'a décidément rien compris au monde moderne. Et on a même une deuxième élision avec N'. Donc, on ne rajoute pas de lettres. Ce qui existe dans votre langue n'existe pas dans une autre langue. Et on lit bien comme ce que l'on voit. Pour une fois que on peut lire ce qu'on voit. Donc, François, l'oncle d'Arthur, qui n'a décidément rien compris au monde moderne. Et on termine ce résumé par Martin, le collègue DJ de Paloma, qui s'est très mal comporté et qui, on l'espère, sera puni. Alors, ici, vous avez encore une fois l'élision, le verbe pronominal se comporter. Lorsqu'il y a le verbe être, donc qui commence par une voyelle, vous voyez, qui c'est EST, eh bien, on va donc faire aussi une élision, décidément dans cette vignette je vous rappelle l'élision, et pareil espère qui commence par la lettre E, et donc c'est normal que l'on fasse l'élision. Alors j'insiste fortement, mais parce que j'ai remarqué de plus en plus que les personnes parlent comme des robots. Et vous savez que je n'aime pas du tout ça, que j'aime qu'on reste humain. Donc rappelez-vous l'élision. Et si vous ne connaissez pas les règles et que vous voulez faire des exercices, je vous ai mis les liens, puisque nous avons fait une vidéo sur le sujet. Alors, vous savez que dans cette méthode, on a pour objectif de faire des phrases et donc de reformuler. Voici par exemple, dans cette suite du résumé, une reformulation de la situation. Arthur, François, Louis et Thomas sont partis pour Osgore récupérer une planche de surf. Donc, ils sont plusieurs, vous avez 4 personnes. Donc, on a bien mis le verbe au pluriel. Je sais que c'est évident pour certains, pas pour d'autres. Et des fois, lorsque l'on parle, on oublie de mettre la conjugaison au pluriel. Donc, quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Les 3 garçons prévoient de rester le week-end dans la ville pour tester la planche. Alors, prévoit, vous voyez, la terminaison c'est ENT. Ça aussi, c'est une nouvelle faute que les gens ne faisaient pas avant. Mais maintenant, beaucoup de gens disent prévoit en. Parce que, effectivement, ENT fait le son en, notamment dans des adverbes, par exemple comme lentement, calmement. Mais lorsque c'est la conjugaison au présent au pluriel, c'est muet. Donc, prévoit, pas prévoit en. Voilà. Donc, prévoit de rester le week-end dans la ville pour tester la planche. Alors, nous avons après pour un infinitif, on l'a déjà dit aussi, mais c'est important de le répéter. L'expression du but, lorsqu'on a utilisé pour, doit être mis à l'infinitif. Pourquoi veulent-ils rester dans la ville? Pour tester la planche. Alors, Giulietta vient elle aussi d'arriver à Osgore. Totalement par erreur, elle s'est trompée en réservant son billet de bus. Alors ici, on a un présent de narration. Giulietta vient elle aussi d'arriver à Osgore.
puisque l'histoire est terminée, mais là, en prenant un présent, c'est comme si vous étiez avec Giulietta qui vient d'arriver à Osgore, donc c'est un effet de style. Souvent, lorsque l'on fait un résumé, qu'on raconte un film par exemple, certaines personnes vont utiliser le présent de narration. Sur notre site internet French Discoveries, il y a des challenges de conjugaison dans lesquels il y a pas mal de présents de narration pour vous apprendre à l'utiliser. On a également un passé composé, elle s'est trompée, et vous voyez que ici c'est avec l'auxiliaire être, donc elle s'est trompée et eux, parce que Giulietta est une fille. Paloma a un conflit qui a dégénéré avec son collègue Martin qui lui a fait des avances et qui l'a poussé contre un mur. Alors ici, normalement, vous avez un passé composé avec avoir et ici, vous avez, lorsqu'on a le passé composé avec avoir, normalement, il n'y a pas d'accord. Et là, il y a un accord puisque c'est Paloma qui a été poussée. Paloma est une femme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause du L'. Le L' représente Paloma, donc c'est-à-dire qu'il a poussé qui, donc Martin a poussé qui, il a poussé Paloma, donc ici le complément est avant le verbe, donc c'est pourquoi on fait l'accord, c'est l'exception de l'accord du passé composé. Alors j'espère que vous n'êtes pas dérangé par le bruit, comme je vous ai dit, au moment où j'enregistre, à chaque fois la ville est silencieuse et à chaque fois que j'enregistre les vidéos, il y a énormément de bruit, désolé. Donc ici nous avons une exception du passé composé et j'envisage de faire une vidéo sur cette exception avec des exercices parce que beaucoup de personnes ont du mal justement à appliquer cette règle. Carla et Edir doivent visiter un appartement dans le Marais à Paris malgré leurs disputes fréquentes. Le Marais, c'est un quartier de Paris très populaire, central. Quand je dis populaire, je veux dire célèbre parce que les gens qui habitent le Marais sont plutôt des gens qui ont de l'argent. C'est un quartier très pas chic comme le 16e arrondissement, mais les loyers sont assez élevés. Et en fait, ici, vous avez encore une fois, doivent visiter. Alors, deux choses. Quand deux verbes se suivent, sans aucune interruption, sans rien, le deuxième verbe est toujours à l'infinitif. Donc, le premier verbe est conjugué, doivent est conjugué, donc visiter étant ER. Et encore une fois, pour la prononciation, c'est pas doivent, mais doivent. J'insiste parce que beaucoup de gens utilisent de plus en plus des intelligences artificielles, et les intelligences artificielles, elles disent doivent. Donc, doivent. Voilà, hein, pensez. Des fois en français, on ne dit pas toujours ce qu'on voit à l'œil nu, et selon les catégories de mots, la prononciation n'est pas la même. Regardez aussi qu'on ne dit pas les S, hein, les marques du pluriel, leur dispute fréquente. Vous voyez, je ne lis pas le S. Et nous terminons cette diapositive avec la phrase « Fabrice se prépare à recevoir Giulietta chez lui ». On a ici un verbe pronominal « se préparer », c'est-à-dire qu'en fait, Fabrice attend Giulietta, il a peut-être fait le ménage dans son appartement, il lui a peut-être libéré des places dans son armoire pour qu'elle puisse mettre ses vêtements et ses livres. En tout cas, voilà où nous en sommes dans l'histoire pour cet épisode numéro 6. C'est l'occasion de faire un petit point et de revoir aussi des petites réflexions et des petits commentaires sur la grammaire. Et justement, pour ce chapitre, nous retrouvons donc Fabrice. Le titre de ce chapitre, je fais la lecture et ensuite on commente. J'attends Giulietta depuis 1 heure. Aujourd'hui, je vais enfin rencontrer Giulietta, l'amie de Paloma. Elle sera ma colocataire pendant 3 mois. J'avoue que je suis impatient de la rencontrer car je stresse un peu. Ce n'est pas facile d'accueillir des inconnus chez soi, même si un proverbe français dit « Les amis de mes amis sont mes amis ». On ne sait jamais si on va s'entendre au quotidien avec les amis de nos amis. D'après Paloma, Giulietta est une fille discrète, soigneuse, calme et travailleuse. Je ne pense pas avoir de problème avec elle, mais on ne sait jamais.
Alors ici, nous avons un futur proche. Je vais enfin rencontrer Giulietta. Donc, Fabrice attend Giulietta qui doit arriver de manière imminente. Donc là, effectivement, il utilise un futur proche. Je rappelle qu'on utilise le futur proche pour des événements imminents. Par exemple, vous êtes au théâtre, les gens parlent à côté de vous, vous dites « Chut, la pièce va commencer ». Et bien là, dans quelques instants, Fabrice pense qu'il va rencontrer Giulietta, c'est imminent. Donc, il utilise un futur proche. Je vais rencontrer. Alors, entre je vais rencontrer, il y a un adverbe, enfin, parce que ça fait plusieurs temps que Paloma lui parle de Giulietta, et avec cet adverbe, Fabrice traduit que son attente va s'arrêter, puisqu'il l'attendait sans doute avec impatience de découvrir cette nouvelle colocataire. Ensuite, elle sera ma colocataire pendant 3 mois. Ici, j'ai fait exprès d'utiliser un futur simple parce que je voulais aussi vous montrer qu'il n'existe pas que le futur proche. J'ai remarqué que dans beaucoup de mes élèves utilisent beaucoup le futur proche et pas beaucoup le futur simple. Or, le futur simple, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, quelque chose qui aura lieu plus tard. Et ici, j'ai choisi exprès de le mettre. J'aurais pu mettre un futur proche parce que j'aurais pu rester dans le côté imminent. Mais je voulais vous montrer que le futur, c'est un temps facile. Mais pour l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, c'est une forme irrégulière. Donc, je voulais vous montrer la forme irrégulière. Et puis, 3 mois, donc c'est elle sera ma colocataire pendant 3 mois, donc c'est à travers le temps, voilà. Mais j'aurais pu mettre un autre, j'aurais pu mettre le futur simple, elle va être ma colocataire pendant 3 mois, mais j'ai vraiment voulu le mettre. Le futur simple est très facile, il suffit de prendre l'infinitif du verbe et de mettre les bonnes terminaisons du futur. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas utilisé. Je pense que c'est parce que les gens traduisent d'après going to en anglais. Et il faut arrêter, s'il vous plaît, de mettre, qu'on soit tous pareils. Vous voyez, avec la grosse mode là, des starter packs où tout le monde est super fier d'être représenté en figurines identiques, s'il vous plaît, gardons un petit peu la spécificité du langage et des choses, et donc essayons de faire des efforts lorsqu'on apprend une langue. Non, une langue ne doit pas être faite en fonction de votre langue, il faut jouer le jeu. Voilà. Alors, j'avoue que je suis impatient de la rencontrer, alors car je stresse un peu. Alors ici, bon, il n'y a rien de spécial, nous sommes au présent puisque Fabrice exprime son opinion, exprime ses sentiments, donc on sait qu'il est stressé, c'est normal, il ne la connaît pas, il va héberger quelqu'un qu'il n'a jamais côtoyé. Donc ici, j'ai pris un présent pour vous rappeler que le présent sert à exprimer ses sentiments. D'ailleurs, et aussi des opinions et aussi des lieux communs. Vous voyez, un lieu commun, ce n'est pas facile d'accueillir des inconnus chez soi. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec Fabrice que ce n'est jamais évident. Alors, vous voyez, on dit « chez moi »,« je suis chez moi », et là, quand il parle en généralité, il dit des inconnus chez soi. Ok, parce que donc ici, lorsqu'il parle en généralité, il veut dire que tout le monde qui doit accueillir des personnes chez soi, chez eux, vous voyez, même moi, pour vous expliquer, je suis en train de jouer avec les termes, avec les mots. Donc en fait, ici, nous avons la forme, on pourrait dire, générique. Et en fait, ensuite, il va dire « j'accueille chez moi »,« tu accueilles chez toi »,« il ou elle accueille chez lui »,« nous accueillons chez nous »,« vous accueillez chez vous », il ou elle accueille chez eux. Voilà, c'est ça que je voulais dire en bafouillant tout à l'heure. Alors, un proverbe français dit « les amis de mes amis sont mes amis ». Proverbes sont généralement au présent, puisqu'ils annoncent des vérités générales, des lieux communs, des affirmations, des opinions. Et on continue donc au présent, hein, la suite. On ne sait jamais si on va s'entendre au quotidien avec les amis de nos amis. Effectivement, la Fabrice, bon bah voilà, partage son sentiment.
Et ensuite, il nous partage la description que lui a faite Paloma de Giulietta. Et donc, vous avez beaucoup une liste, en fait, de beaucoup de qualités, des adjectifs qualificatifs. Et vous voyez que le dernier adjectif qualificatif dans la liste, en fait, c'est avec la préposition « est ». Donc, c'est la règle. Vous faites une juxtaposition, donc, vous voyez, il y a des virgules, discrète, virgule, soigneuse, virgule, calme, et le dernier élément de cette liste de qualités, vous l'introduisez avec la préposition « est ». Donc, Giulietta est une fille discrète, soigneuse, calme et travailleuse. Petit conseil pour ceux qui préparent la lecture à haute voix, quand il y a une virgule, ça veut dire que vous mettez un petit temps d'arrêt. Bon, ça ne veut pas dire d'attendre très longtemps, mais vous voyez, je vous donne un exemple, puisqu'il y a pas mal de virgules dans cette phrase. D'après Paloma, Giulietta est une fille discrète, soigneuse, calme et travailleuse. Voilà, ça permet aux gens de comprendre ce que vous dites et de ne pas lire de manière robotique. Je ne pense pas avoir de problème avec elle, mais on ne sait jamais. Fabrice est quand même prudent, on lui a présenté une jeune femme respectueuse, mais il a bien raison, on ne sait jamais, c'est-à-dire il peut avoir des mauvaises surprises, il a bien raison d'être sur ses gardes. Alors être sur ses gardes, c'est une expression française qui veut dire être un petit peu méfiant, un petit peu vérifier, surveiller, donc ne pas être trop confiant. Je continue la lecture. Alors, je rappelle toujours, pour ceux qui s'intéressent juste à l'histoire, vous avez une partie de la vidéo où vous avez tout simplement le texte sans explication. J'attends Giulietta depuis 1 heure. Bon, elle est en retard. Je l'attends depuis 1 heure et elle ne répond ni à mes appels, ni à mes messages. C'est exaspérant. J'étais à l'heure à la gare. Tous les passagers de son train sont descendus. Je suis allée plusieurs fois au bureau d'accueil de la gare au cas où. J'envisage de demander aux agents de passer une annonce sonore. « Bonjour, le petit Fabrice attend la très malpolie Giulietta à l'accueil. » Mais je n'ai pas envie de me donner en spectacle, même si cette attente commence à me courir sur le haricot. Alors, on voit ici que Fabrice est plutôt énervé de l'attente, déjà parce que vous avez la ponctuation, donc les points d'exclamation traduisent son impatience et son énervement, ça fait 1 heure qu'il attend, il est quand même très patient, et aussi parce qu'il y a l'expression « courir sur le haricot », qui est donc une expression idiomatique, et qui signifie « ça commence à m'énerver ». Quand il dit « cette attente commence à me courir sur le haricot », c'est un légume, mais ici on ne parle pas de légumes, on veut dire « ça commence vraiment à m'agacer, je commence à perdre patience ». Alors je vous rappelle aussi que j'ai fait une compilation d'expressions idiomatiques françaises, je vous mets également dans la description de cette vidéo le lien pour trouver ce travail, et vous savez qu'en français, il y a beaucoup d'expressions idiomatiques, notamment quand les gens commencent à s'énerver ou n'ont pas de patience. Des fois, pour ne pas dire de gros mots, ils ont tendance à utiliser ces genres d'expressions. Donc, en voici une. On a également ici ni. Alors, si je devais expliquer, et elle ne répond ni à mes appels, ni à mes messages. Ni et ni, c'est comme et ou, c'est-à-dire elle ne répond pas aussi bien aux appels, et elle ne répond pas non plus aux messages. Donc je suppose que Fabrice doit lui téléphoner directement pour lui parler, pour savoir si tout va bien. Et je suppose aussi, vous voyez, avec cette phrase, qu'il lui envoie des textos. Et elle ne répond ni aux messages, ni aux textos. Voilà, ni à mes appels, ni à mes messages. Donc ici, on est dans une phrase négative et on voit qu'elle ne répond à rien du tout. Donc pareil, je vous renvoie vers notre site internet French Discoveries où il y a pour les abonnés des fiches de grammaire, donc pour les abonnés payants à la newsletter bien sûr, qui explique cette négation, cette double négation, ni, en fait qui est considérée comme une seule négation, mais qui permet de montrer qu'elle ne répond à rien du tout. Voilà, si je reformulais la phrase, Giulietta ne répond pas du tout. Alors, ici, il dit « bon, elle est en retard ». Alors, bon, vous voyez, c'est un petit peu comme une sorte, comme en anglais, vous avez « well », vous voyez, il constate, voilà, qu'elle est en retard. Mais très vite, on voit qu'il est agacé parce qu'on a les points d'exclamation. D'ailleurs, il dit même « c'est exaspérant ». Alors, c'est exaspérant, ça montre vraiment que ça l'énerve au plus haut point. Alors, vous avez « c'est » et je voulais répondre à une question qui m'avait été posée en privé. Effectivement, après « c'est »,
quand on fait part de quelque chose, d'une description, c'est toujours au masculin. Par exemple, si vous voyez quelque chose de joli, vous dites c'est joli, quelque chose de beau, c'est beau. On ne dit pas c'est belle, voyez, on dit c'est beau. Si vous goûtez un plat et que ce plat vous plaît, vous dites c'est bon, vous ne dites pas c'est bonne. Alors encore une fois, il y a des gens qui disent oui mais ça je le sais, sachez que vous n'êtes pas tout seul à regarder la vidéo et qu'il y a de multiples questions. Donc c'est une question qui m'a été posée, j'espère que la personne qui l'a demandé voit cette vidéo. Il n'y a pas qu'une seule personne qui me l'a demandé, il y a aussi mes élèves en cours. Donc, vous voyez, après c'est, il y a toujours une tournure au masculin. Alors, tous les passagers de son train sont descendus. Ici, passé composé, l'action est terminée dans le passé, donc ça veut dire il n'y a plus de passagers dans le train, tout le monde est arrivé. Et vous avez, avant ce passé composé, l'emploi de l'imparfait. Fabrice dit « j'étais à l'heure à la gare ». En fait, il décrit les circonstances. En fait, là, il emploie l'imparfait parce que les circonstances dans lesquelles il attend Giulietta, il n'est pas arrivé en retard, donc il ne l'a pas raté. Lui, il était à l'heure à la gare. Donc ça veut dire qu'il savait à quelle heure elle devait arriver. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une incohérence très intéressante. C'est que Giulietta a réservé un billet de bus et que Fabrice l'attend à la gare. Parce que Fabrice est persuadé que Giulietta arrive en train. Mais si vous avez suivi l'histoire, vous savez qu'elle a prévu de réserver un billet de bus et d'ailleurs, vous savez qu'elle s'est trompée. Donc ici, il y a un souci de communication. Les deux personnes n'ont pas bien communiqué. Peut-être Giulietta ne parle pas bien le français et quand elle a voulu dire la gare routière, elle a dit la gare et Fabrice a entendu la gare et comme généralement les gens voyagent plus en train qu'en bus, hein, même si c'est en train de changer en ce moment, hein, pour des raisons économiques. Il y a de plus en plus de gens qui prennent le bus. Eh bien, pour Fabrice, c'est évident qu'elle est à la gare. Donc, en fait, déjà, lui aussi, il l'attend au mauvais endroit. Donc là, il l'attend depuis 1 heure, mais à mon avis, il va l'attendre encore plus longtemps. Hein. Voilà. J'envisage de demander aux agents de passer une annonce sonore. Alors le verbe envisager pose souvent des problèmes aux gens qui apprennent le français parce qu'ils voient le mot visage. Mais en fait, j'envisage, c'est un synonyme de je prévois. Je me pose la question de faire quelque chose. C'est-à-dire que là, Fabrice est ironique quand il dit « Bonjour, le petit Fabrice attend la très malpolie Giulietta ». C'est une référence, vous savez, quand les enfants sont perdus dans les supermarchés, on dit « Bonjour, le petit Paul attend sa maman à l'entrée du magasin ». Donc là, il envisage de demander à la gare, donc aux agents de la gare, de passer une annonce pour retrouver Giulietta et de lui donner rendez-vous à l'accueil parce qu'elle ne répond pas au téléphone et que Fabrice fait partie des gens que ça énerve quand ils n'ont pas de réponse. Voilà, et surtout quand on est un peu stressé, comme il a expliqué précédemment, il est stressé, il ne la connaît pas et en plus elle n'est pas là. Mais en fait, il risque de l'attendre pendant très longtemps parce que elle n'est pas arrivée en train. Vous savez qu'elle est arrivée en bus et en plus elle s'est trompée, elle n'est pas à Paris mais à Hossegor. Voilà. Alors, il y a une autre expression idiomatique, je n'ai pas envie de me donner en spectacle. Ça veut dire que Fabrice tient à rester discret, il ne veut pas se faire remarquer. Se donner en spectacle, donc ici, se donner est un verbe pronominal. Donc, c'est normal que lorsqu'il parle de lui, il le conjugue. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas envie de me donner en spectacle. S'il parle à quelqu'un, il dirait, arrête de te donner en spectacle. Donc, ça veut dire, j'ai pas envie de me faire remarquer. Donc même si cette attente commence à l'agacer, Fabrice veut rester calme et discret, il ne veut pas voilà, faire parler de lui, c'est quelqu'un de discret. Voilà, on peut rien dire de plus. Je continue la lecture. Je suis venue en voiture. Je me suis dit qu'elle avait peut-être des bagages lourds à transporter. Elle ne reste pas 1 semaine mais 3 mois. C'est une étudiante en mode. Les livres dans ce domaine sont très grands, très lourds, mais heureusement décoratifs. On pourra les mettre en évidence dans le salon sur la table basse. J'ai besoin de renouveler la déco. Mais que fait-elle? Je dois payer à nouveau le parc-mètre. Cela va me coûter une fortune cette histoire. Pourquoi n'est-elle pas là? Donc, encore une fois, on a les points d'exclamation qui traduisent donc les sentiments de Fabrice. Hein. Cela va me coûter une fortune cette histoire, ça veut dire que ça va lui coûter cher. Effectivement, quand vous êtes à Paris, vous garez votre voiture dans
toutes les grandes villes, c'est pareil, vous devez payer le stationnement. Et donc, on paye le parc-mètre et effectivement, s'il attend, à chaque fois, il doit renouveler son paiement et donc, ça va lui coûter de l'argent. Si vous avez suivi l'histoire, vous savez qu'il est un petit peu radin. Hein. On dit aussi proche de ses sous. Donc, il n'aime pas dépenser de l'argent. Donc, ça commence à l'agacer et il ne comprend pas. D'où la question, pourquoi n'est-elle pas là? Et je reviens sur ce qu'on avait dit sur le mode interrogatif. On met le verbe avant le sujet. Vous voyez ici la question. On dit pourquoi n'est-elle pas là? Je sais que beaucoup de personnes disent pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? C'est trop compliqué. Une bonne question, vous mettez d'abord le mot interrogatif, le verbe et ensuite le sujet, inversion verbe-sujet pour faire la question. Donc voilà, ici vous avez un exemple qui est correct. Alors, je suis venue en voiture, c'est au passé composé, l'action est terminée, il est arrivé à la gare en voiture. Hein. Ensuite, vous avez pas mal de lettres muettes dans ce texte, c'est pour ça aussi que j'ai choisi les mots. Vous voyez, lourd. Alors, lourd, il y a un D et un S. On ne dit pas lourde, parce qu'ici, les bagages sont au masculin pluriel. Et comment savoir, en fait, qu'on ne doit pas prononcer la dernière consonne? S'il existe une forme féminine, donc on peut dire des valises lourdes. Valise, c'est féminin. Mes bagages, c'est masculin. Donc, s'il existe une forme féminine et qu'ici il n'y a pas de E, donc on sait qu'à la forme masculine, la lettre est muette. Donc on dira des bagages lourds. Bien sûr, si on avait pris un synonyme qui était féminin, des valises, on aurait dit des valises lourdes. Mais on n'a pas pris valise, on a pris bagage, qui est masculin, pluriel, donc on prend lourd. On a également une autre lettre muette, 3 mois, vous voyez, le S de 3 et le S de mois, on ne le prononce pas, on dit 3 mois. Vous avez également le S du pluriel, regardez, les livres. Alors pour les articles, on entend le son « et », ça c'est aussi une question qu'on m'a demandé parce que ce sont des articles, mais selon les catégories grammaticales, c'est pas les mêmes règles. Pour livre, vous voyez, il n'y a pas d'accent sur le E, donc on ne dit pas les livrets, on dit les livres. Et c'est très important parce que livret, ça existe, c'est un petit livre. Donc c'est une sorte de petite brochure. Donc là, les livres, vous voyez, on ne dit pas le S, et il n'y a pas d'accent sur le E, donc je dis bien le son E, les livres. Mais je ne dis pas non plus le son E de manière forte, donc on peut considérer que le E est muet, je ne dis pas les livreux. Vous voyez, ça ferait bizarre de dire les livreux. Je dis les livres. Dans ce domaine, sont très grands. Alors encore une fois, grand, vous voyez, donc ici, c'est l'adjectif qui s'accorde avec livre, qui est masculin pluriel, donc grand. Si j'avais utilisé par exemple le mot brochure, brochure c'est féminin, les brochures sont très grandes, voilà, là j'aurais mis au féminin et j'aurais prononcé la lettre D. Mais ici je suis au masculin pluriel, donc très grand, très lourd, bon ça on a déjà vu l'adjectif lourd, mais je le remets pour vous le mettre en prononciation, mais heureusement décoratif. Alors, décoratif, donc, comme je vous ai dit de ne pas lire la dernière consonne, il y a souvent les gens qui me disent, alors pourquoi là vous dites le IF, pourquoi vous dites le F? Alors, je vous ai dit qu'en français il y avait beaucoup d'exceptions. Alors, décoratif, quand vous avez IF, des adjectifs avec IF, on prononce. Par exemple, nocif, exhaustif, voilà, vous allez prononcer. Mais c'est au masculin. Au féminin, quand c'est if, ça devient ive. Par exemple, des peintures décoratives, des livres décoratifs, les arts décoratifs, mais des peintures décoratives. J'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens, c'est pas mal, vous avez une idée de dire, mais puisque c'est le même domaine, puisqu'on parle de la même chose, pourquoi on ne peut pas mettre les choses de cette façon? Parce que la grammaire n'a rien à voir forcément avec la sémantique. Des fois, on a besoin d'avoir des choses pour le contexte, pour comprendre, mais c'est pas parce que les arts décoratifs sont en relation avec de la peinture. Peinture, c'est féminin, donc ce sera des peintures décoratives, tandis que art, c'est masculin, donc les arts décoratifs. Voilà. Donc, essayez pas de penser de manière globale, s'il vous plaît. Je sais qu'on vit dans un monde où on nous impose de penser de manière globale, et bien là, il faut déconstruire ça, je vous fais confiance,
il faut vraiment, vraiment vous compliquer la tâche. C'est faux de croire que tout est facile. Apprendre une langue, c'est difficile et bravo à vous de vous mettre dans cette démarche. Alors il y a encore un futur simple. On pourra les mettre en évidence dans le salon sur la table basse. En fait, Fabrice aime la mode et la décoration. Donc, il pense que Giulietta a certainement de jolis livres, vous savez, de mode. Donc, les mettre en évidence, c'est-à-dire on pourra les mettre à la vue de tous, ça peut être un objet de décoration. Beaucoup de personnes, si vous êtes allé dans certains intérieurs, chez certaines personnes, vous avez peut-être vu que certaines personnes mettent des livres de mode ou d'art en décoration dans leur salon. Des fois, ils ne les lisent même pas. Et alors, moi, j'ai même appris qu'il existait des livres où la couverture est très jolie et en fait, il n'y a rien, pas de texte. C'est juste un objet décoratif. Bon, en tout cas, je l'ai mis parce que c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les décorations actuelles. Et surtout parce que ça me donnait l'opportunité de vous mettre un futur simple irrégulier, le verbe pouvoir, on pourra. Donc, au futur, simple, je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront, et on se conjugue comme la troisième personne du singulier, comme il ou elle, donc on pourra. Donc ici, on se projette dans le futur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir les mettre sur la table basse du salon en guise de décoration, donc on va mettre on pourra, voilà. Ensuite, vous avez l'expression de l'obligation « je dois payer à nouveau le parc-mètre ». Fabrice n'a pas le choix. Quand on est dans une grande ville, on doit payer son stationnement quand ce n'est pas gratuit. Donc ici, il y a « je dois » et voyez, le verbe « payer » est à l'infinitif. Pour la prononciation de « payer », à chaque fois que vous avez une voyelle et ensuite la lettre Y, je sais que ce n'est pas évident à prononcer. Imaginez qu'il y a deux I, donc « payer ». Voilà. Alors dans ma formation pour débutants, j'ai une grande partie sur la phonétique dans laquelle je parle de ce son. Je vous invite vraiment à souscrire à cette formation pour apprendre les règles de prononciation pour ceux qui auraient un petit peu de difficultés. Nous retrouvons à présent notre pauvre Giulietta. Je me suis trompée. La honte, la poisse. Je me suis trompée en réservant mon billet. Je n'ai rien vérifié, persuadée que tous les bus mènent à Paris. Que vais-je faire? Je ne sais absolument pas où nous sommes. Quelqu'un a dit le mot Cap-Breton. Je suis en Bretagne? Mais je croyais qu'il pleuvait en Bretagne, et là il y a un grand soleil. On sent l'odeur de la mer. Tous les passagers ont pris leurs valises. Il ne reste que moi. Le chauffeur me regarde d'un air étonné et me fait signe de récupérer mon bagage. Je ne peux pas lui poser de questions. On ne parle pas la même langue. Il ne comprend même pas quand on demande une pause pour faire pipi. Alors, ici, notre
Giulietta, elle est quand même dans une situation délicate, hein, donc elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas au bon endroit, et elle revient sur le moment où elle a réalisé en fait. Et donc on a encore les points d'exclamation qui traduisent vraiment l'angoisse, et puis aussi elle s'en veut, vous voyez, elle dit la honte. Voilà, elle s'en veut parce qu'elle n'a vraiment rien vérifié, comme elle nous l'avait dit dans les chapitres précédents. Alors il y a un jeu de mots, tous les bus mènent à Paris, c'est un petit jeu de mots que j'ai fait, vous savez qu'il y a un proverbe français qui dit tous les chemins mènent à Rome, voilà, et bien Giulietta vient de Rome, elle veut aller à Paris, donc elle pensait que les bus allaient tous à Paris, bien sûr c'est très naïf, mais vous savez que Giulietta n'a jamais quitté son pays, elle est très couvée par sa maman, donc c'est une erreur que font même pas mal de personnes, j'ai des élèves qui sont de jeunes adultes, et c'est vrai que souvent ils sont surpris par la variété des destinations. Voilà, il faut bien apprendre, ça arrive à tout le monde de se tromper, d'être distrait, et Giulietta pensait à retrouver son amie et à faire la fête à Paris. Elle a vraiment pensé qu'elle avait réservé un billet pour Paris, malheureusement elle se retrouve très très loin à Osgore. Alors, elle a entendu le mot Capbreton. Capbreton, c'est une ville en France qui est à côté de Osgore, mais quand vous ne parlez pas bien français, vous entendez Cap et Breton, donc vous pensez Breton, Bretagne. Vous voyez, et c'est ce qui arrive à Giulietta. Ici, je vous l'ai mis parce que ça traduit bien le fait, quand on apprend une langue, parfois on capte des mots et on fait des confusions, parce qu'on ne vérifie pas. Donc il faut vérifier. À chaque fois, quand vous apprenez, vous ne pouvez pas céder à la facilité, hein, comme je le dis depuis le début de cet épisode. Là, on est dans l'épisode 6, donc ça se complique un peu. Hein. Vous pensez avoir compris quelque chose, il faut vérifier. Parce que vous apprenez la langue, et ce n'est pas parce que vous croyez avoir compris que vous avez vraiment compris. Donc, vous devez vérifier. Donc, ici, encore l'interrogatif, que vais-je faire? Donc, vous voyez ici, il y a un mot interrogatif, le verbe et ensuite le sujet, que vais-je faire? Il y a un tiret, donc ça vous indique aussi que vous devez le prononcer en une seule fois. C'est pas que vais-je faire, vous voyez là ça fait comme un robot, non, non, que vais-je faire? Alors pourquoi est-ce que c'est que? Parce que je vais faire quoi? Donc ici je parle d'un COD, donc je prends que. Alors au début Giulietta n'a pas compris qu'elle est dans les Landes. Elle est à Osgore, à côté de la ville de Capbreton. Elle se dit, mais je suis en Bretagne. Et elle va sortir un lieu commun. Je croyais qu'il pleuvait en Bretagne. Et là, il y a un grand soleil. Donc, elle aurait pu utiliser le présent pour un lieu commun, mais elle raconte un petit peu les circonstances de son arrivée et de ses croyances à l'époque. À l'époque, elle croyait qu'il pleuvait en Bretagne. Voilà. Non, comme s'il pleuvait tout le temps en Bretagne, pas du tout. Hein. Moi, je peux vous assurer que je me suis pris des grands coups de soleil en Bretagne et que c'est une région très agréable. Alors ici, on sent l'odeur de la mer. Odeur commence par un O, donc en fait, on va mettre une élision, L'. Et on a encore, voilà, une action terminée dans le passé. Tous les passagers ont pris leurs valises. Donc c'est terminé, ils ont pris leurs valises et ici elle prend le présent de narration. Je vous avais dit qu'on en parlerait du présent de narration. Il ne reste que moi, le chauffeur me regarde d'un air étonné et me fait signe de récupérer mon bagage. Je ne peux pas lui poser de questions, on ne parle pas la même langue. En fait, quand Giulietta emploie ce présent de narration, nous sommes avec elle, nous vivons avec elle davantage la situation. Elle nous décrit une situation qui est terminée, puisqu'elle nous a dit que finalement elle était bien arrivée à Paris, elle revient sur cette horrible journée. Donc je vous renvoie vers les épisodes suivants. Hein. Si vous prenez la série en cours, c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est une série qui est logique. Hein. Donc ici, elle prend quand même un présent. Elle prend un présent parce que elle nous intègre dans son récit et nous sommes avec elle dans vraiment son sentiment de solitude alors que tout le monde sait voilà pourquoi ils sont là. Elle est toute seule, il ne reste qu'elle et le chauffeur, il comprend pas pourquoi elle vient pas récupérer sa valise parce que lui il a terminé son service et encore une fois on ne parle pas la même langue. Ici on aurait pu dire aussi nous ne parlons pas la même langue. Quand elle dit on, elle veut dire le chauffeur et moi.
Et vous voyez, il ne comprend même pas quand on demande une pause pour faire pipi. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui ont pris les bus à travers l'Europe. Vous savez que des fois, on a des chauffeurs qui ne parlent pas forcément notre langue. Et des fois, on voudrait qu'ils fassent une pause et ils ne comprennent pas. Donc, heureusement, ils pensent à faire des pauses aussi bien pour eux que pour nous. Mais effectivement, là, Giulietta, elle est complètement désespérée et elle se dit, mais comment je vais faire pour communiquer? Un énorme sentiment de solitude. Je pense qu'on a tous ressenti ça lorsque une personne ne parle pas notre langue et qu'on est en situation un peu de panique, comme peut l'être Giulietta, qui réalise qu'elle n'est absolument pas à Paris, mais à Osgore, et en plus elle pense qu'elle est en Bretagne alors qu'elle est dans les Landes. Regardez une carte de France, vous allez voir que la Bretagne et les Landes, c'est pas du tout la même région. Donc là, Giulietta, elle est complètement perdue, c'est le cas de le dire. Nous retrouvons les garçons et nous allons au chapitre « Louis et Thomas ne sont pas contents ». Nous sommes enfin arrivés à Osgore à l'heure du déjeuner. Louis et Thomas ont dormi tout le long du trajet. J'ai dû supporter la conversation de mon oncle François sans pouvoir fermer l'œil. Je suis content de quitter ce train. Thomas propose que nous fassions un saut à l'hôtel pour déposer nos bagages avant de récupérer la planche de surf. « Oh non !» dit alors mon oncle François, « cela va retarder mon planning. » Encore une fois, j'ai mis l'accent sur le point d'exclamation pour vous montrer que la ponctuation est importante lorsqu'à l'écrit, on veut exprimer des sentiments. Beaucoup de personnes ont tendance à utiliser ChatGPT et autres intelligences artificielles et il n'y a pas la ponctuation ou la ponctuation est mal mise. N'oubliez pas que la ponctuation a une valeur et ici donc on a mis la ponctuation tout à l'heure parce que Fabrice était en colère d'attendre Giulietta, il était impatient. Ici on a également l'expression du soulagement. Vous voyez, Arthur est content. Je suis content de quitter ce train. Ça veut dire qu'il est soulagé de quitter le train parce que François a été sans doute pénible et il l'a empêché de dormir. Et puis on a ensuite un point d'exclamation avec « Cela va retarder mon planning ». Parce que François ici n'est pas content, donc vous voyez, on traduit encore des émotions avec le point d'exclamation, puisque si vous vous rappelez de l'histoire, François a prévu d'arriver le matin et de repartir directement une fois la planche de surf récupérée. Alors, ici, vous avez « ne sont pas contents », une lettre muette, il y a un T, on ne dit pas « ne sont pas contentes », ce sont des garçons, on est avec un sujet masculin pluriel, donc Louis et Thomas ne sont pas contents. Si c'était des filles, on aurait dit contentes. Hein, si ça avait été Louise et Caroline ne sont pas contentes. Mais ici, c'est des garçons, donc contents. Et on ne dit pas la lettre S. Et s'il y avait eu une fille et un garçon, ça serait aussi au masculin. Hein, si ça avait été Louise et Thomas, eh bien, on aurait mis content. Voilà, donc ici, ces deux garçons, donc Louis et Thomas, ne sont pas contents. Et pensez bien à mettre le verbe au pluriel. Et ça me permet de parler de la forme négative. Alors il y a deux éléments, ne, le verbe et pas. Vous voyez, les deux éléments de la négation encadrent le verbe. Donc, forme affirmative, Louis et Thomas sont contents. Forme négative, Louis et Thomas ne sont pas contents. Alors on a également du passé composé, Louis et Thomas ont dormi tout le long du trajet. Donc ici, vous voyez, on a bien mis l'auxiliaire au pluriel parce que le sujet c'est Louis et Thomas, donc masculin pluriel. J'ai dû supporter, donc ici on a
également un passé composé, hein, donc c'est terminé puisqu'il quitte le train, mais Arthur, avant de quitter le train, a dû supporter la conversation de son oncle. Vous avez vu que la conversation de l'oncle n'est pas forcément toujours très sympa. Sans pouvoir fermer l'œil. Alors sans pouvoir fermer l'œil, c'est une expression idiomatique hein, qui veut dire il n'a pas pu dormir, il n'a pas pu faire se reposer, il n'a pas pu faire la sieste. Thomas propose que nous fassions, donc ici il y a une proposition en fait d'aller, comment dire, d'aller d'abord à l'hôtel. C'est un petit peu normal parce que normalement quand on va quelque part lorsque l'on voyage, vous avez en fait besoin de vérifier, de déposer vos bagages, puis également vous avez vu un petit peu avec la chronologie qu'ils avaient réservé un petit peu en urgence, donc je pense que Thomas veut vérifier l'hôtel et veut aussi déposer son bagage. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ici, propose que nous fassions. Donc ici, il y a un subjonctif. Donc en fait, il propose, en fait, vous voyez, il a en même temps le souhait, il propose, mais c'est en même temps un souhait, de faire un saut à l'hôtel, ça veut donc dire aller à l'hôtel. Donc encore une expression automatique, on va pas sauter, hein, c'est pas le verbe sauter. Un saut à l'hôtel, c'est-à-dire une petite halte en fait à l'hôtel. Et ici donc le subjonctif. Donc, on va bientôt avoir du subjonctif sur notre site French Discoveries dans les fiches de grammaire. Donc là je l'introduis déjà avec cette proposition. Donc Thomas propose que nous fassions un saut à l'hôtel. Et vous voyez encore L apostrophe parce que hôtel commence par la lettre H et que la lettre H est muette. Donc c'est comme si la première lettre c'était O, donc L apostrophe pour hôtel. Et vous avez ici, donc voilà, pas grand chose de plus. Hein. Déjà on a quand même pas mal de petites choses. Alors cela va retarder mon planning. Ici l'oncle François utilise un futur proche, puisque son planning, oui, ça se joue dans les heures qui suivent, donc c'est logique qu'ils prennent ici un futur proche. Tu devrais être moins égoïste, tonton, s'énerve alors Louis. Depuis ce matin, on fait tout ce que tu veux, à notre tour. J'ai besoin de voir la chambre que j'ai réservée, enchaîne Thomas. On n'est pas aux pièces, on veut bien faire une pause. Mon oncle se tourne vers moi. Toi aussi, mon neveu préféré, tu es contre moi ? Personne n'est contre vous, monsieur, répond à ma place Thomas. On veut juste aller à l'hôtel. Alors, je profite du commentaire du texte pour vous dire Thomas, vous voyez, version française, on ne dit pas Thomas. Voilà, une lettre muette. Donc, Louis et Thomas, pareil, on dit Louis, on ne dit pas Louis. Hein, voilà. Dans d'autres langues, oui. Dans d'autres langues latines, peut-être, mais en tout cas, pas en français. Donc, Louis et Thomas. Alors, ici, on a encore, je vous ai mis du point d'exclamation, hein, puisque notre objectif, c'est aussi de parler un peu de la ponctuation dans cet épisode. Donc, vous voyez, ici, on traduit bien des sentiments d'exaspération à notre tour, et aussi des sentiments un peu extrêmes. Tu es contre moi. Vous voyez, c'est parce que François veut aller absolument récupérer la planche et ne veut pas s'arrêter à l'hôtel pour faire une petite halte. Donc, du fait qu'Arthur soit d'accord avec Louis et Thomas, il le prend mal parce que c'est son neveu préféré, et il voudrait que son neveu préféré soit toujours de son côté. Alors, ici, on a plusieurs choses, on a des expressions idiomatiques, notamment « on n'est pas aux pièces ». On n'est pas aux pièces, ça veut dire « on n'est pas pressé ». On a tout notre temps. Donc, c'est pas une expression mal polie. Hein. Les expressions idiomatiques ne veulent pas dire que c'est mal poli. En fait, ici, on n'est pas aux pièces. Ça veut dire on a notre temps. Voilà, on peut bien faire une pause. Vous savez que les trois garçons ont réservé une chambre pour passer le week-end à Hossegor. Donc eux, ils veulent déposer leur sac, vérifier l'hôtel. D'ailleurs, c'est ce que dit Thomas. J'ai besoin de voir la chambre que j'ai réservée. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, dans le commentaire de la page précédente, il veut juste vérifier ce qu'il a réservé en ligne, déposer son bagage avant d'aller récupérer une planche de surf. Il faut savoir qu'une planche de surf, c'est plutôt encombrant. Donc, si en plus ils ont leur bagage, c'est vrai que ce n'est pas du tout pratique. Donc, on a également un petit nom affectueux, Louis dit tonton. Alors, mon oncle,
mon tonton. Donc tonton, c'est le surnom affectueux de oncle. Alors tata, c'est pour le surnom affectueux de tante. Voilà. Donc voilà. Donc ici, on a le conditionnel. Tu devrais être moins égoïste, tonton. C'est-à-dire, ça serait bien. Ici, donc, vous voyez, il lui fait comprendre que depuis le début, c'est lui qui décide, c'est lui qui a décidé de partir très tôt prendre le train. Donc là, si les garçons ont envie d'aller déposer leur sac à l'hôtel, ils ont bien le droit. Donc, il lui donne un conseil. Et donc, il emploie le conditionnel. Tu devrais être moins égoïste, tonton, pour lui donner un conseil. Alors, à notre tour, ça veut dire, maintenant, c'est à nous aussi de choisir ce que l'on fait. Alors, je vous expliquer l'expression idiomatique. Et donc, vous avez aussi « réponds à ma place, Thomas ». Donc, ça veut dire que Arthur n'a pas le temps de répondre. Thomas répond. Et comme Thomas n'est pas le neveu de François, il ne l'appelle pas tonton, il lui dit monsieur, hein, voilà. Personne n'est contre vous, c'est-à-dire personne n'est opposé à vous, c'est juste qu'ils veulent aller à l'hôtel. Et voilà, il y avait aussi une autre chose par rapport à l'accord dont je voulais vous parler, la chambre que j'ai réservée. Et donc en fait, je voulais que vous regardiez un petit peu la structure de cette phrase. La chambre que j'ai réservée, c'est donc parce que chambre est au féminin. Bien, bien, dit mon oncle. Est-ce que c'est loin? Malheureusement, oui, soupire Louis. C'est à côté de la gare routière qui est de l'autre côté de la ville. Tu es sûr? Demande François. Normalement, une gare routière, c'est à côté de la gare. Mais oui, explose Louis, je parle de l'autre gare routière, de celle qui, comme par hasard, n'est pas à côté. Il se met alors à marcher très vite, d'un pas vif. Thomas lui emboîte le pas. Alors ici, encore une fois, toujours la ponctuation, hein, donc avec le point d'exclamation pour parler des sentiments et des émotions. Également encore des expressions idiomatiques. Thomas lui emboîte le pas, c'est-à-dire que Thomas le suit. Donc vous voyez que Louis n'est pas content parce que l'oncle remet en question ce qu'il dit sur la situation de la gare routière et donc il s'éloigne. Marcher d'un pas vif, c'est donc pour traduire le fait qu'il est énervé, agacé, et donc Thomas suit Louis, donc Thomas en suivant Louis donc lui apporte son soutien. Alors, vous avez ici donc des expressions. Est-ce que c'est loin? Tu es sûr? Vous voyez, quand on pose la question en disant tu es sûr, ça ressemble, pardon, ça ressemble à de la... Vous voyez, là j'éternue, c'est vraiment du live. Hein. Donc, ça ressemble à de l'affirmatif, mais en fait, ce n'est pas de l'affirmatif, puisqu'ici, c'est une question. Donc là, il faut lever la voix. Tu es sûr? C'est pour ça que c'est mieux de faire l'inversion sujet-verbe et de dire « es-tu sûr ?» Parce que au moins la personne, si vous ne levez pas la voix et si vous restez calme, au moins la personne, elle va comprendre que vous posez une question. Bon, là en même temps, François est dubitatif et il n'a pas l'air de croire ce que dit Louis. Pourtant, Louis a l'air de bien connaître la ville et il sait que voilà, il y a une exception, que la gare routière n'est pas à côté de la gare. Alors François a raison, normalement les gares routières sont à proximité des gares, mais là pour l'histoire, j'ai décidé qu'il fallait que la gare routière soit de l'autre côté de la ville, c'est-à-dire à l'opposé de là où ils sont arrivés, parce que c'est important pour les péripéties de notre histoire d'amour. Voilà, mais donc en tout cas ce que l'on peut voir dans les caractères, c'est que Louis affirme quelque chose, que François n'est pas d'accord avec lui, et donc il y a un petit conflit, et pour montrer qu'on est en colère, explose, le verbe explose, ça veut donc pas dire comme quelque chose qui explose, c'est quand une personne explose, c'est-à-dire quelqu'un qui perd patience, voilà, quelqu'un qui va être dans son comportement, qui va dire mais oui, vous voyez, donc mais oui, je parle de l'autre gare routière, vous voyez, on n'a plus aucune patience, donc on explose. Alors, il y a des degrés plus ou moins forts, c'est-à-dire on peut crier, s'énerver, mais là, ça veut dire que le pauvre Louis est à bout de patience, et d'ailleurs, il s'éloigne et il marche très vite d'un pas vif. Donc, je rappelle hein, l'adjectif vif, IF, on prononce bien vif, donc, alors que d'habitude, on ne prononce pas forcément les consonnes.
Et au féminin, c'est vive, elle est vive. Elle est vive, ça veut dire elle est dynamique. Donc là, il parle d'un pas dynamique parce qu'il est énervé, hein, donc d'un pas vif. Et vous voyez que le S est muet, d'un pas vif. Voilà. Donc, notre cher Louis est agacé du comportement de François qui croit tout savoir. Et vous vous doutez bien que s'ils ont une chambre d'hôtel à côté de la gare routière, c'est pour que Arthur puisse rencontrer Giulietta, hein, pour des raisons de péripéties. Je ne sais pas si à Osgore, la gare routière est à côté ou de l'autre côté de la ville. C'est bien sûr une fiction, hein. Vérifiez toujours, ne croyez pas ce que disent les fictions. Je continue la lecture. « Que se passe-t-il » me demande mon oncle François tout penaud. Ils ne sont pas contents car ils n'ont pas dormi. Allons bon, ils n'ont fait que ça. Cette fois, c'est à mon tour de laisser libre cours à ma colère. Tu n'as fait que parler pendant tout le trajet. Nous sommes tous épuisés. Mon oncle François ne se démonte pas. Il fallait me dire de me taire. Alors encore une fois, je ne reviens pas sur les points d'exclamation, on a expliqué que c'était utilisé pour traduire les sentiments des personnages. Je reviens sur tous, nous sommes tous épuisés. Alors pourquoi je prononce le S de tous? Parce que c'est l'ensemble, donc tous les garçons sont épuisés. Donc quand Arthur parle du groupe, donc Louis, Thomas et lui, nous sommes tous, vous voyez, il s'inclut lui-même dans ce groupe. Donc je prononce le S dans ce cas-là. Nous sommes tous épuisés. Alors il y a d'autres adjectifs intéressants, tout penaud. Penaud, ça veut dire avoir un peu honte et être mal à l'aise. Donc c'est un adjectif assez intéressant qui traduit quand on est mal à l'aise. Bah, il est mal à l'aise parce que Louis est en colère. Et puis il est gêné parce que apparemment on reproche à François son comportement. Donc il sait que peut-être il a un comportement qui peut énerver les gens. Donc il est penaud. Et vous voyez, Arthur est obligé de lui expliquer la situation, que Louis et Thomas ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas pu dormir à cause des bavardages de François. Et François est un peu dans le déni, il dit « Allons bon, ils n'ont fait que ça ». Ça veut dire ils n'ont fait que dormir. Et à ce moment-là, Arthur lui dit ses 4 vérités, il dit « Laissez libre cours à ma colère », c'est-à-dire il perd patience lui aussi, et il lui dit « Tu n'as fait que parler pendant tout le trajet, nous sommes épuisés ». Mon oncle François ne se démonte pas. Alors, on connaît le verbe démonter pour démonter un meuble. Par exemple, vous avez construit un meuble et vous déménagez, vous devez le démonter pour le transporter. Ici, c'est un verbe pronominal, et vous savez que quand le verbe est pronominal, souvent ce n'est pas le même sens que quand le verbe n'est pas pronominal. Donc, mon oncle François ne se démonte pas, ça veut dire mon oncle François n'a pas... ne revient pas sur son comportement, il dit « il fallait me dire de me taire ». Donc en fait, François, il estime que ce n'est pas sa faute, donc ne se démonte pas, c'est-à-dire il ne se remet pas en question, il n'a pas peur, il reste sur ses positions, il dit il fallait me dire de me taire. Voilà, tout simplement. Donc si les jeunes gens sont fatigués parce qu'il a parlé pendant tout le trajet, ils n'avaient qu'à lui dire qu'il voulait un transport silencieux. Voilà, donc ne pas se démonter, ça veut dire ça, ne pas avoir peur, ne pas se remettre en question, ne pas changer son point de vue. Ici, donc vous voyez, l'oncle François ne change pas son point de vue, il dit s'il n'est pas content parce que j'ai parlé, il avait qu'à me le dire et j'aurais arrêté de parler. Voilà, tout simplement. Alors, ça fait plaisir, nous retrouvons Giulietta avec une petite carte à la main, si vous regardez la petite photo, donc, et avec un titre « Soyons optimistes ». Alors, encore une fois, point d'exclamation. Jusqu'à présent, on a utilisé le point d'exclamation pour des sentiments qui étaient un petit peu la colère, un petit peu la déception. Là, vous voyez, on va l'utiliser aussi pour des choses plutôt positives, pour des choses plutôt sympas, hein, puisque soyons optimistes, c'est allez, on arrête de se plaindre, on va voir les choses du bon côté, et on voit que d'ailleurs Giulietta sourit en tenant sa carte, ce qui veut donc dire que malgré sa mésaventure, elle est résiliente, elle a trouvé moyen de voir des choses positives. Dans la vie,
il faut être optimiste. J'ai compris que je n'étais pas en Bretagne, mais dans une ville qui s'appelle Osgore, juste à côté d'une autre ville qui s'appelle Cap-Breton. Quelqu'un m'a conseillé d'aller à l'office de tourisme. Par chance, il était juste à côté de la gare routière. Là-bas, on m'a très bien renseigné et rassuré. Je vais prendre un train en fin d'après-midi pour Paris. Cela va me coûter un peu d'argent, mais je n'ai pas le choix. En attendant, je vais visiter la ville. Muni d'un plan, je vais me promener à pied et profiter de cette journée ensoleillée. Alors, comme je vous l'avais dit, voilà, Giulietta est une jeune fille naïve, mais elle a une qualité, c'est qu'elle est, comment dire, enthousiaste, et bien qu'elle soit coincée dans cette ville pour une journée, donc avec du retard, et qu'elle ne connaisse pas la ville, eh bien, elle a été à l'office de tourisme, qui est donc un bureau dans les villes, dans lequel on explique aux touristes quoi voir, et on donne aussi des informations sur la nourriture, sur les excursions, et vous voyez, on donne des plans de villes. Donc toutes les villes dans beaucoup de pays, par exemple en Suisse, il y a aussi de très très bons offices de tourisme. Moi j'adore les offices de tourisme en Suisse, mais en France aussi ils sont géniaux, et en Belgique aussi, voilà, dans beaucoup de pays vous avez des offices de tourisme. En Italie aussi ils sont vraiment adorables. Dans plein de pays, Portugal, Espagne, vous avez beaucoup d'offices de tourisme dans les grandes villes, et je vous invite, si vous êtes perdu dans une ville, à essayer de retrouver l'office de tourisme qui est là pour vous aider à connaître la ville, à vous repérer dans la ville, à savoir un petit peu aussi quelles sont les choses authentiques à voir et à faire, parce que c'est toujours triste les gens qui sont perdus dans une ville et puis qui vont, vous êtes en France et puis qui vont finir au McDonald's ou chez Starbucks, alors qu'ils pourraient aller dans une brasserie et tester des produits régionaux. Voilà, et donc notre chère Giulietta, au lieu d'aller dans un fast-food, vous voyez, elle va prendre une carte et elle va donc découvrir cette ville qu'elle n'avait pas prévu de découvrir. Eh bien, elle va décider de découvrir les spécialités et de voir un petit peu dans quel environnement elle est, et c'est plutôt louable comme comportement. Donc elle a compris, voyez, donc j'ai compris, donc passé composé, que je n'étais pas en Bretagne, et elle parle parce que de la ville de Cap-Breton, voilà, qui donc malgré son nom n'est pas du tout en Bretagne. Donc l'ambiguïté est levée, donc Giulietta s'est renseignée, comme je vous avais dit, il faut se renseigner avant de croire des choses, et une personne lui a conseillé d'aller à l'office de tourisme, donc au passé composé. Donc ici on a un verbe pronominal, m'a conseillé d'aller à l'office de tourisme, et donc elle a été dans ce bureau, dans cet office de tourisme, et là-bas elle dit, donc au passé composé, on m'a très bien renseigné et rassuré. Donc en fait, ils vont lui dire comment faire pour ensuite rejoindre Paris, mais comme le train c'est seulement en fin d'après-midi, elle est arrivée le matin, donc autant qu'elle profite. Et vous avez ici un futur simple, je vais prendre un train en fin d'après-midi, nous sommes le matin, donc en fin d'après-midi c'est dans quelques heures, donc là c'est complètement logique d'utiliser le futur proche. Cela va me coûter un peu d'argent, encore un futur proche, oui, elle va bientôt payer ce billet, donc effectivement ça va lui coûter un peu d'argent, c'est quelque chose de programmé qui va bientôt arriver, mais je n'ai pas le choix. Et ici vous avez encore le négatif, la tournure négative qu'on a vue dans le chapitre précédent, avec l'élision qu'on a vu depuis le début de cette vidéo, parce que le verbe, l'auxiliaire avoir commence par la lettre A, donc on va mettre un N apostrophe. Je n'ai pas le choix. Voyez, donc toujours les deux éléments du négatif qui encadrent le verbe, donc ne et pas, mais comme le verbe ici commence par la lettre A, on fait une élision, donc N apostrophe. Je n'ai pas le choix. En attendant, je vais visiter la ville. Donc effectivement, on a donc un futur proche, je vais visiter, c'est ce qu'elle va faire tout de suite. Muni d'un plan, je vais me promener, encore une fois, un futur proche. Là, vous voyez l'emploi du futur proche qui est correct, c'est des choses qu'elle va faire tout de suite de manière
imminente, puisque de toute façon, comme on dit, elle a du temps à tuer, c'est-à-dire en attendant son train, au lieu de rester assise à la gare, autant qu'elle explore la ville, et munie d'un plan. Donc ici, ça veut dire j'ai un plan avec moi. Donc à l'office de tourisme, ils lui ont certainement donné un plan de ville. Donc ici, munie d'un plan, ça ne veut pas dire qu'elle a un plan, qu'elle a des choses de prévues. Non, 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 ça veut dire qu'elle a un plan à la main, donc un plan papier. Je sais que beaucoup de personnes utilisent maintenant les GPS sur les ordinateurs, mais dans les offices de tourisme, on peut encore obtenir des plans papier, et si vous le pouvez utiliser un plan papier, apprenez à lire un plan papier, apprenez à être indépendant de la technologie. Dans quelques années, vous verrez que c'est un savoir qui sera très précieux. J'ai oublié de préciser, j'ai demandé à la dame de l'office de tourisme de m'aider à réserver mon billet de train et j'ai pu laisser mes bagages, 2 grosses valises, dans une consigne. Pour aller à la gare, qui est de l'autre côté de la ville, je prendrai un taxi. Voilà, tout s'arrange. J'ai une belle journée devant moi, autant en profiter. Pour commencer, je vais visiter une galerie d'art et repérer un bon restaurant pour midi. Je me demande quelles sont les spécialités de la région. Je dois absolument les tester. Ce serait bête d'être arrivé ici et de ne pas découvrir de nouvelles choses. Alors encore une fois, puisque aujourd'hui on avait dit qu'on parlait beaucoup de la ponctuation, vous voyez, la ponctuation ici dans le cas de Giulietta, c'est plutôt des choses hyper positives, elle est contente, elle dit oh là là, tout s'arrange, donc elle n'est plus pas du tout angoissée, pas du tout énervée comme ont pu l'être Fabrice et les garçons quand ils sont arrivés à Hossegor. Elle prend la vie du bon côté, elle a dit soyons optimistes, et elle dit autant en profiter, c'est-à-dire voilà, le train pour aller à Paris, c'est en fin d'après-midi, nous sommes le matin, profitons d'être dans une nouvelle ville pour découvrir une aventure, découvrir de nouveaux endroits. Et je pense que c'est une très bonne attitude positive de la part de Giulietta. Alors, ici, vous avez des choses intéressantes également si vous visitez le pays. Elle a pu laisser ses bagages dans une consigne, c'est-à-dire qu'en fait, elle est à la gare routière et dans certaines gares, alors il faut vérifier toujours, il y a ce qu'on appelle des consignes, c'est-à-dire les endroits où vous pouvez laisser en toute sécurité vos bagages, comme ça vous êtes libre de vous promener sans avoir à transporter vos valises, sachant que pour des raisons de sécurité, ce n'est pas toujours disponible et qu'il existe des compagnies qui ont un service de consigne. Donc je vous invite à chercher sur internet si vous voyez qu'il n'y a pas de consigne ou s'il y a l'information comme quoi les consignes sont fermées. Attention aussi à certaines périodes touristiques, les consignes peuvent être pleines. Vous pouvez, par mesure de sécurité, si vous avez des grosses valises et que vous n'avez pas envie de les traîner avec vous, vous pouvez vous renseigner sur des compagnies qui ont un service de consigne. Et bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais vous avez un confort et une liberté de mouvement, sachant qu'en plus, il y a des endroits où on ne peut pas vraiment accéder si on a un grand bagage. Donc vous voyez Giulietta qui va vivre 3 mois en France, elle a avec elle 2 grosses valises, elle va se promener dans la ville, elle va pas tirer avec elle 2 grosses valises toute la journée. D'une part c'est pénible et ensuite c'est pénible aussi pour les locaux. Je fais une petite parenthèse, lorsque vous visitez la France et que vous êtes hyper ravis et que vous trimballez vos valises pour des Airbnb et autres locations temporaires, bien sûr vous êtes dans le voyage, donc vous ne pensez pas que ça agace énormément les gens d'entendre le bruit des valises dans les étages et en permanence. Donc pensez à utiliser ce service. Des fois je sais qu'on n'a pas trop le choix, mais pensez à laisser vos valises dans une consigne, à ne pas faire trop de bruit pour vivre en bonne entente avec les gens qui habitent au quotidien. Il y a des villes, beaucoup de gens, beaucoup de touristes, on dirait qu'ils pensent que les villes sont des musées. Non, les villes sont des villes, les endroits où les gens habitent. Donc par exemple à Paris, il y a des immeubles, on entend en permanence des bruits de valises. S'il vous plaît, essayez de faire un effort parce que c'est vraiment pénible pour les personnes qui habitent au quotidien dans ces endroits, et c'est pénible aussi pour vous parce que vous devez traîner votre valise et avec les risques en plus de vol qui peuvent avoir lieu. Donc ce service de consigne est un service très précieux. Renseignez-vous auprès des gares et des gares routières, des hôtels, des offices de tourisme, mais aussi des compagnies privées qui ces derniers temps ont ouvert des services. Et le monde n'est pas un parc d'attractions.
Dans les villes, vous avez des personnes qui habitent réellement ces endroits-là. Vous êtes temporairement dans un endroit, mais il y a des gens qui habitent au quotidien, et quand c'est multiplié tous les jours dans des endroits très touristiques, des bruits de valises, des gens qui viennent temporairement habiter 2-3 jours dans un appartement, c'est pénible pour le quotidien. On a eu beaucoup de variations ces derniers temps au niveau du tourisme, donc sachez que pour les locaux et pour certaines personnes dans certaines villes, s'ils ne sont pas accueillants, c'est tout simplement parce qu'ils en ont assez. Alors généralement, ça fait pas plaisir aux touristes qu'on leur dise ça, mais je pense que si vous-même dans votre ville en permanence, il y avait des gens qui venaient faire des bruits de valises et qui venaient en permanence dans 2-3 jours faire la fête, ouvrir et fermer les portes, au bout d'un moment, vous en auriez assez. Les gens ont besoin d'une tranquillité, les gens vivent au quotidien dans les villes. Les villes ne sont pas des musées. Les villes sont vraiment des lieux de vie et de travail, et d'études également. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, et d'ailleurs l'office de tourisme est là pour vous montrer la vraie vie et les vraies choses, parce que aussi je voulais vous parler de ces tendances de réseaux sociaux qui vont mettre en avant tel événement, telle chose, mais en fait il y a vraiment plein d'autres choses à découvrir dans une ville et pas forcément les choses mises en avant sur les réseaux sociaux. Donc d'une part, il y a vous en tant que touriste, il faut être curieux, et d'autre part aussi il faut demander l'avis des professionnels du tourisme et pas forcément suivre des influenceurs et vous retrouver comme des moutons tous au même endroit. C'est pas agréable, et en fait certaines personnes veulent valider leur vie en disant j'ai été là, voilà, il fallait être là, mais c'est pas ça voyager. Voyager, c'est découvrir. Voilà, et découvrir, c'est aussi des fois faire comme Giulietta, prendre un plan et aller explorer, partir à l'aventure, découvrir par vous-même et suivre les choses que vous aimez. Alors vous voyez, par exemple, Giulietta, elle dit je vais visiter une galerie d'art. Eh bien, elle a décidé de faire une activité, elle aime l'art, elle va aller voir des tableaux d'art moderne, elle va pas aller, et contemporain, donc elle va pas forcément aller dans un musée, et ensuite elle va aller manger tout simplement. Elle va essayer de repérer, donc elle va expérimenter par elle-même. C'est la meilleure façon de faire du tourisme. Voilà. Alors, pour aller à la gare, alors on a pour le but, donc qui est suivi d'un infinitif, pour aller à la gare qui est de l'autre côté de la ville, je prendrai un taxi. Ici, on a un futur simple parce que c'est quelque chose qu'elle fera plus tard. D'abord, elle va explorer là où elle utilise son petit plan. Donc, elle va d'abord explorer et ensuite, quand elle devra aller prendre son train, elle prendra un taxi. Donc, voilà pourquoi on a un futur simple. Ça, c'est plus tard, c'est pas tout de suite. C'est pas imminent. Alors... que dire de plus? Donc voilà, quelles sont les spécialités de la région? Ici, Giulietta parle bien sûr de nourriture, elle est en France, donc les spécialités de la région, les spécialités régionales. Elle a envie de découvrir les plats, puisqu'elle vient de dire qu'elle veut trouver un bon restaurant pour midi. Donc elle a envie de manger local, elle n'a pas envie de manger des choses où elle est habituée. Et vous voyez, ce qui est très très bien, c'est qu'elle n'est pas du tout influencée. Elle ne dit pas « Ah, je suis en France, je vais manger des escargots, je vais manger, je ne sais pas moi, des choses comme bœuf bourguignon », ce que j'entends beaucoup de mes élèves. Elle est dans une région, et donc peut-être que dans cette région, on ne mange pas des escargots. Donc il faut qu'elle trouve par elle-même, avec ce que va lui dire l'office de tourisme, qu'est-ce qu'on mange dans cette région. Donc quelles sont les spécialités régionales. Il y a un petit travail à faire, voilà, un petit travail d'exploration. Vous êtes des explorateurs, des aventuriers lorsque vous êtes un touriste, et non pas quelqu'un qui va là où on lui dit d'aller, ou quelqu'un qui va copier un influenceur. Exactement. Donc on imite Giulietta. Et que dire d'autre? Eh bien, l'expression « j'ai une belle journée devant moi », c'est-à-dire elle a plusieurs heures devant elle, c'est-à-dire elle a plusieurs heures avant son train, donc elle a du temps pour elle, donc c'est pour ça qu'elle va faire plusieurs activités. Et vous voyez qu'elle a été intelligente, elle a demandé, donc passé composé parce que l'action est terminée, elle a demandé à la dame de l'office de tourisme de l'aider à réserver son billet. Elle a compris qu'elle n'était pas forcément douée pour réserver son billet, donc elle a demandé de l'aide. Je me demande si c'est la bonne raison pour manger des huîtres. La dame de l'office de tourisme m'a donné une brochure dans laquelle elle a entouré des plats. J'essaie de les dire en français, mais pas sûr que ma prononciation soit parfaite.
Les huîtres, bien sûr, mais aussi les asperges des sables, les huîtres d'Osgore, le foie gras, la salade landaise, le bœuf de Chalosse, le magret de canard, le pastis landais et le vin de Toursan. Je me demande si la garbure c'est bon. Quel nom original, très difficile à prononcer. Il y a aussi des croustades et du jambon sec. Oh là là, j'ai déjà faim. Je vais chercher un café pour prendre un petit déjeuner. Un café et un cannelé, c'est tout ce dont j'ai besoin. Alors vous voyez que Giulietta est une gourmande donc dans cette diapositive, et j'ai choisi de vous lister quelques spécialités de la région parce que ça me permet aussi de continuer sur les lettres muettes. Alors lorsque je fais ce cours, généralement beaucoup d'élèves me disent « Ah, le foie gras c'est pas bien, c'est une torture contre les animaux ». Je parle ici de spécialités régionales, donc on va arrêter de cancel tous les sujets, chacun pense bien ce qu'il veut, mais dans cette région, on mange du foie gras. Donc quand Giulietta prend des renseignements pour savoir ce qu'on peut manger, on va lui proposer du foie gras, elle est libre de refuser. Donc puisque je vous parle des spécialités de la région, je ne vais pas ne pas parler du foie gras, ça existe, c'est d'ailleurs quelque chose qui est servi au moment de Noël. N'oubliez pas que Giulietta arrive au moment de Noël, donc c'est un plat traditionnel. Chacun a ses opinions et chacun garde ses opinions pour soi. Donc si Giulietta a envie de tester du foie gras, elle testera du foie gras. Et si vous avez envie de tester du foie gras quand vous êtes en France, vous testez du foie gras. Voilà, pas de souci. Chacun est libre, hein, chacun a son libre arbitre. Donc ici, je vous ai listé surtout en mode juxtaposition, donc avec des virgules, parce que c'est une liste. Et quand on fait une liste, donc on met des virgules. Et le dernier élément de la liste, on met la préposition « est ». Donc là, on termine par le vin. Donc, on a également la garbure. Vous voyez, même moi, j'ai du mal à le prononcer. Et c'est vrai que pour certaines personnes, prononcer certaines consonnes et voyelles avec le « r », c'est difficile. Donc nous allons voir dans les exercices les plats, à quoi ça correspond. Et donc Giulietta dit c'est très difficile à prononcer et elle a peur également lorsqu'elle va faire sa commande de ne pas réussir à bien prononcer les plats. Ça c'est quelque chose que les touristes ont. C'est pas grave, vous essayez, vous prononcez, vous êtes là pour apprendre et vous pouvez même dire à la personne je ne sais pas comment on prononce ce plat, pouvez-vous me le dire et répéter parce que ça vous permet d'apprendre la prononciation. Alors ici, on va parler des lettres muettes. Alors, elle est au bord de la mer, donc elle se demande si c'est la bonne saison pour manger des huîtres, et elle a bien raison, parce que même si vous êtes au bord de la mer, il y a des saisons où manger les huîtres, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, il y a une saison où les fruits de mer sont moins bons, donc il y a des saisons où c'est vraiment la saison, un peu comme les fruits et légumes. Donc elle a une bonne question, on le saura dans les exercices. Alors, ensuite on va regarder des plats. Alors j'ai beaucoup d'élèves qui disent des plates. On a dit qu'on ne disait pas la consonne finale ni le S. Des plats, d'accord? Donc elle a entouré des plats, c'est-à-dire elle a... Avec un stylo, dans la brochure, elle a entouré les plats qu'elle conseillait à Giulietta. Et pourquoi on dit plat? C'est masculin pluriel. Donc on dit un plat, des plats. Donc c'est quelque chose de masculin. Donc on ne prononce pas le T et on ne prononce pas le S. Donc on ne dit pas des plates, des plats. Donc les huîtres, mais aussi les asperges des sables. Vous voyez, sable, il n'y a pas d'accent sur le E, donc c'est pas sablé. Et c'est important parce que sablé, ça existe en français. Les sablés, c'est un petit gâteau qu'on peut prendre avec du thé ou du café. Et donc là, non, c'est des sables. Le sable comme le sable sur la plage. Hein, voilà. Donc les asperges des sables, les huîtres d'Osgore, donc c'est les huîtres qui sont dans la région d'Osgore. Le foie gras, vous voyez, il y a la S, mais je ne dis pas le foie grasse. C'est masculin singulier, le foie gras. La salade landaise. Alors ici, le S fait le son Z parce que c'est le son Z parce que le S est entre deux voyelles, entre le I et le E. Donc, on pourrait dire le plat landais. Le plat, c'est masculin, donc landais, l'adjectif serait au masculin singulier, on dirait landais. Mais comme la salade, c'est féminin singulier, landaise,
et le S produit le son Z. Le bœuf de Chalosse, le magret de canard, et non pas le magrette, donc ET fait le son E, le magret de canard, le pastis landais, donc ici c'est une exception, on prononce le S pour pastis. Alors on connaît le pastis marseillais, là vous allez voir ce qu'est le pastis landais, vous allez avoir des surprises, hein, je vous invite à faire les exercices, et le vin de Tursan. Je me demande si la garbure c'est bon, pareil on va voir hein, dans les exercices qu'est-ce que c'est que cette garbure. Et voyez, elle dit quel nom original, quel ici sert à marquer en fait son appréciation. Elle trouve oh bah, quel nom original, c'est parce qu'elle n'a jamais vu ce nom auparavant. Et encore une fois, vous voyez, je me demande si la garbure c'est bon. On avait vu tout à l'heure qu'après c'est, on a toujours le masculin. Vous voyez, bien que la garbure soit au féminin, on ne dit pas je me demande si la garbure c'est bonne. Non, je me demande si la garbure c'est bon. Voilà. Et puis croustade et du jambon sec. Là aussi, je prononce donc ec, hein, comme avec, sec. Donc le jambon sec, le jambon donc fumé, le jambon de la région du coin. Et elle vous dit j'ai déjà faim, vous voyez, donc ici ce n'est pas du tout dramatique, c'est que tout cela l'a mis en appétit. Et je vais chercher un café pour prendre un petit déjeuner. C'est vrai qu'elle est arrivée le matin et donc elle n'a peut-être pas petit déjeuner, donc elle va commencer avec un café et un cannelé. Le cannelé c'est un gâteau du coin, pareil, on va voir les exercices pour se faire et un focus sur la nourriture. À présent, nous retrouvons Paloma, que nous avions laissée dans une situation plutôt triste, hein, puisqu'elle avait été agressée par son collègue. Donc, chapitre avec Paloma, je suis inquiète. Je venais tout juste de rentrer chez moi quand Fabrice m'a téléphoné. Paloma, tu as des nouvelles de Giulietta ? Sa voix semblait à la fois énervée et pleine d'appréhension. Non, pourquoi ? Je suis venue la récupérer à la gare pour l'accueillir. Tous les voyageurs sont arrivés. Je ne l'ai pas vue. J'étais encore bouleversée par mon altercation avec Martin. J'ai d'abord répondu sur un ton nonchalant pour le rassurer. Elle est peut-être en train d'acheter un magazine. Alors ici, c'est intéressant parce que, vous voyez, je ne l'ai pas vue. On parle de Giulietta, donc, et on a fait l'accord du participe passé. En revanche, quand Fabrice parle de lui, je suis venue. Il n'y a pas d'accord, c'est eu parce que Fabrice est un homme. Voilà. L'accord du participe passé en français, c'est vraiment très compliqué et j'ai prévu de faire d'ailleurs une vidéo à part et une fiche grammaire avec des exercices parce que je pense que l'expliquer comme ça, je ne sais pas si vous écoutez en faisant votre ménage ou en faisant autre chose, je pense qu'il va falloir quand même s'atteler à des exercices pratiques, tester, comprendre ses erreurs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais bien sûr, on reviendra dessus plus en détail. Alors ici, Paloma utilise l'imparfait parce qu'elle décrit les circonstances dans le passé au moment où Fabrice lui a téléphoné. Je venais tout juste de rentrer chez moi. Vous voyez, je venais est à l'imparfait, c'est les circonstances. Les circonstances, elle venait de rentrer chez elle, puisque vous savez qu'elle travaille de nuit. Donc, elle venait de rentrer du club. Et au moment où elle rentre du club, Fabrice lui téléphone. Donc Fabrice, comme vous savez, est inquiet, donc il a appelé Giulietta plein de fois, et il ne sait pas où elle est. Et donc, Paloma dit « Sa voix semblait à la fois énervée et pleine d'appréhension ».
Appréhension, c'est un peu de peur, voyez. Donc, bien sûr, Fabrice est énervé d'avoir attendu autant de temps, mais il a également un peu de peur. Quand on voyage, quand une personne voyage seule, surtout en France, on ne le dira jamais assez, faites très attention. Voilà. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et là, n'ayant pas de nouvelles, les personnes de l'entourage de Giulietta craignent le pire. Pour le moment, ils ne le disent pas, mais c'est vrai que c'est pas rassurant du tout. Donc, si vous voyagez et que vous êtes un peu distrait, pensez à rassurer vos proches. Et c'est normal que ceux-ci soient inquiets lorsque, surtout, on sait que Giulietta, c'est la première fois qu'elle quitte son pays, qu'elle n'est pas très autonome. Donc, Fabrice, il est certes énervé, mais en même temps, il s'inquiète, ce qui est complètement normal. Alors, Fabrice explique à Paloma que voilà, tout le monde est arrivé, qu'il est à la gare et qu'il n'a pas vu Giulietta. Et Paloma dit « J'étais encore bouleversée par mon altercation avec Martin ». Donc là, on a encore l'imparfait parce qu'elle nous décrit les circonstances et donc son état d'esprit au moment où elle reçoit cette information, donc Giulietta qui n'est pas venue. Et ici, elle fait référence, donc altercation, c'est un mot pour dire, en fait, dispute, mais une dispute très violente, hein, puisque n'oubliez pas que Martin l'a poussée contre un mur. Et ensuite, elle dit, j'ai d'abord répondu sur un ton nonchalant pour le rassurer. Donc, sur un ton nonchalant, ça veut dire, elle n'a pas pris les choses très au sérieux. Alors, elle dit, elle est peut-être en train d'acheter un magazine. Alors peut-être, donc en anglais on peut traduire par maybe, être en train de faire quelque chose, voyez, donc en train d'acheter, encore des apostrophes et on a ensuite un infinitif. Donc gardez en tête le modèle en train de faire quelque chose, comme ça quand vous faites la phrase, elle est peut-être en train d'acheter un magazine. Vous avez donc le verbe à l'infinitif. C'est vrai que c'est plausible que Giulietta soit en train d'acheter un magazine et que Fabrice ne l'ait pas vu. Au début, Paloma n'a pas l'air d'être très inquiète. Bon, le titre du chapitre, c'est « Je suis inquiète », donc il va y avoir certainement des informations qui vont l'inquiéter, mais pour le moment, elle est plutôt concentrée sur ce qui lui est arrivé. Regardez l'épisode précédent, donc la dispute qu'elle a eue avec son collègue. Donc au début, elle cherche des explications comme le ferait une personne raisonnable face à ce genre d'informations. Non, j'ai fait le tour de toutes les boutiques, personne. Je vais lui téléphoner, je te rappelle. J'ai composé le numéro de Giulietta. Mes doigts tremblaient encore d'énervement et de fatigue. Cela sonnait dans le vide. Au bout d'un moment, je suis tombée sur son répondeur. Je décidai de laisser un message. « Hé, Giulietta, Fabrice te cherche dans toute la gare, rappelle-le s'il te plaît. Et moi ensuite. C'est trop génial que tu sois en France. À tout à l'heure, bisous. » C'était en effet une très bonne nouvelle, la seule de cette journée qui s'annonçait compliquée. Comment allais-je faire pour le travail et pour la tournée? Même si je discutais avec lui, le comportement de Martin était inexcusable. Je ne pouvais plus envisager ce déplacement. Alors, à chaque fois que Paloma nous raconte les circonstances et son état d'esprit au moment où elle apprend que Giulietta ne s'est pas présentée à la gare, on a donc l'imparfait. Et lorsqu'elle parle d'action du passé terminée, elle prend le passé composé. D'accord? Donc j'ai composé le numéro de Giulietta, c'est une action du passé achevée, courte, qu'elle a terminée, et elle a composé le numéro, donc elle a téléphoné à Giulietta pour lui donner un message en lui disant, peut-être que dans sa tête en fait, Paloma se dit sans doute que Giulietta ne répond pas parce qu'elle ne connaît pas Fabrice, elle connaît peut-être pas son numéro, mais si c'est sa meilleure amie qui lui téléphone, elle va répondre et elle lui laisse un message dans lequel elle parle plutôt du fait qu'elle est contente qu'elle soit en France, parce que pour Paloma, pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Paloma pense surtout à ce qu'elle a eu au travail, c'est-à-dire une altercation, une dispute très violente, et elle dit, voilà, ce n'est plus possible de travailler avec Martin, et ils avaient un projet ensemble qui était de faire une tournée, et là elle se demande comment elle va faire. Donc encore une fois, regardez comment on pose une question, comment allais-je faire pour le travail? Mot interrogatif, verbe, ensuite sujet, comment allais-je faire pour le travail? Ensuite, on a encore une phrase négative, je ne pouvais plus envisager ce déplacement. Jusqu'à présent, dans les phrases négatives, on avait vu ne et pas.
Ici, on a ne et plus. Alors, dans la structure, ça ne change pas du tout. Ça encadre toujours le verbe. Je ne pouvais plus envisager ce déplacement. Mais ici, on n'a plus parce qu'à un moment, elle avait envisagé ce déplacement. Elle avait prévu de faire une tournée. Mais là, il s'est passé quelque chose. Donc, ce n'est pas, c'est je ne peux plus. C'est-à-dire, ça veut dire, par rapport à avant, j'ai changé d'avis, vu ce qui s'est passé avec Martin, c'est inexcusable, c'est terminé, je ne peux plus envisager ce déplacement, on ne peut plus collaborer. Donc vous voyez qu'on a dans la négation, on a je ne peux pas, je ne peux plus, et que ce n'est pas du tout le même sens. Ici, à un moment, elle pouvait partir faire une tournée avec Martin, mais vu le comportement de Martin qui a été très violent, elle ne peut plus, pour elle, c'est un comportement inexcusable et elle a bien raison. Et elle dit, même si je discutais avec lui, donc là c'est un conditionnel, malgré tout, son comportement était inexcusable, ça reste un comportement qu'on ne peut pas pardonner. Donc voilà, pour l'instant, notre chère Paloma est plutôt concentrée sur des problèmes plus personnels. C'est un peu l'attitude de gens au début, lorsqu'on vous dit telle personne n'a pas donné de nouvelles, on ne va pas forcément s'inquiéter tout de suite. Fabrice, lui, ça fait 1 heure et quelques qu'il attend, donc c'est normal qu'il soit inquiet. Paloma, en plus, elle vient de revenir d'une situation compliquée, donc c'est normal qu'elle ne réagisse pas forcément de manière inquiète au début. Je voulais rester réveillée pour avoir des nouvelles de Giulietta, mais malgré moi, je me suis endormie. Quand j'ai ouvert les yeux vers 14 h, j'avais plein de messages en attente. C'est typique de Giulietta. Elle a oublié que je travaille la nuit. Hélas, ce n'était pas Giulietta qui avait laissé ces messages, c'était Fabrice. Au bout d'1 heure et demie, il était rentré chez lui et il s'inquiétait. Paloma, je pense qu'il est arrivé quelque chose à Giulietta. À mon tour, je m'inquiétais. Je réessayais de l'appeler, mais sa messagerie était pleine. Plus tard, Fabrice m'expliquerait qu'il avait laissé des messages régulièrement, sans réponse. Je commençais à m'inquiéter fortement aussi. C'est la première fois qu'elle quitte l'Italie. Et malgré ce que j'ai affirmé à Fabrice, Giulietta n'est pas très autonome. Alors ici, on a quand même beaucoup de choses. On a d'une part l'inquiétude qui monte chez Paloma, qui découvre donc qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Giulietta. Au début, quand elle ouvre les yeux, elle pense que c'est Giulietta qui lui a répondu et laissé plein de messages, parce qu'elle s'est endormie, parce que comme elle travaille de nuit, elle a besoin de récupérer son sommeil. Et en fait, ce sont des messages de Fabrice, dans lequel il dit « Je pense qu'il est arrivé quelque chose à Giulietta ». Vous voyez, on ne dit pas que « il est arrivé ». Encore une fois, c'est l'élision, parce que ça commence par « il ». Donc, on met QU apostrophe. Ensuite, elle dit « À mon tour, je m'inquiétais ». Donc, voilà, c'est au début, elle était plutôt... pas inquiète, et ensuite elle va essayer de la rappeler à nouveau, mais la messagerie était pleine, c'est-à-dire je pense que le fait que Fabrice ait laissé plein de messages, au bout d'un moment, il a rempli la messagerie de Giulietta, et maintenant on ne peut pas joindre Giulietta. Si vous avez lu l'épisode précédent, vous avez vu que Giulietta, en plus, elle n'a pas du tout pensé à prévenir son entourage. Certainement que dans sa tête, elle veut leur faire une surprise et pas les prévenir, mais les gens s'inquiètent. Voilà, donc ça c'est des fois des problèmes de communication, ça arrive entre personnes, mais vous voyez, ça peut avoir des conséquences. Les gens imaginent le pire, surtout s'ils ont un tempérament inquiet, et puis aussi, comme je vous l'ai dit, voyager en France, ou voyager même dans d'autres pays, il faut faire attention. Alors, vous voyez, d'ailleurs, il y a des justifications pourquoi Paloma s'inquiète. Elle dit que c'est la première fois qu'elle quitte l'Italie. Donc, effectivement, la première fois que vous quittez votre pays pour aller dans un autre pays, vous n'avez pas vos repères. Et donc, c'est normal que votre entourage s'inquiète si vous ne donnez pas de nouvelles. Et malgré ce que j'ai affirmé à Fabrice, Giulietta n'est pas très autonome. Là, elle prend le présent aussi pour déclarer quelque chose, un état, quelque chose, donc une vérité générale. Giulietta n'est pas très autonome, voilà, Giulietta n'est pas une personne très indépendante. Alors, c'est marrant parce que le chapitre que nous avons vu avant, où elle décide d'explorer la ville, nous montre que tout simplement, elle apprend l'autonomie. Mais pour l'instant, ses amis ne la connaissent pas comme ça, et donc c'est normal que Paloma s'inquiète. Alors ici, vous avez l'imparfait à chaque fois qu'on décrit les circonstances.
et les actions qui durent dans le passé. Quand on dit je réessayais de l'appeler, c'est-à-dire que plusieurs fois, pendant longtemps, Paloma va essayer de rappeler Giulietta, malheureusement en pure perte, hein, puisque Giulietta ne répond pas. Alors, plus tard, Fabrice m'expliquerait. Donc là, c'est par la suite, quand ils vont parler ensemble, Fabrice expliquera. Donc ici, on a une sorte de projection, on en parlera dans les prochains épisodes du futur, du futur antérieur, et on va parler aussi, parce que là je vous ai parlé de 2 futurs et j'aimerais faire un épisode spécial futur, avec futur proche, futur simple, futur antérieur, et plus focalisé sur l'expression du temps. Alors là je vous ai mis, à chaque fois vous savez que je mets des petits indices dans les épisodes pour vous familiariser. Regardez surtout le passé composé, quand les actions sont terminées, et brèves et achevées dans le passé, on a donc le passé composé. Voilà. Donc ici, des fois au niveau du style, c'est peut-être pas un style très littéraire, mais c'est pour vous montrer des conjugaisons, hein. Le but de cette série, c'est de vous apprendre à voir des temps, des conjugaisons et dans quel cas on utilise tel temps. Bien sûr, c'est pas de la grande littérature, même si on suit les aventures de Giulietta. J'ai appris que vous suivez ça avec attention. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas avoir les explications grammaticales, mais juste connaître les épisodes, avec les chapitrages, avec les chapitres de la vidéo, vous pouvez aller directement dans la partie découvrir l'épisode sans explication ni commentaire. Alors encore une fois, hein, comme d'habitude, on a dans cette série, on est très indiscret puisqu'on va voir les SMS qui sont échangés entre les personnes. Donc ici, alors un petit texte et puis ensuite, vous voyez, on a une copie d'écran du portable et des échanges entre Paloma et Fabrice. À 16h, n'y tenant plus, je donnais rendez-vous à Fabrice. Nous avions convenu de nous retrouver chez lui à 16h. Tant pis si je n'étais pas disponible pour mixer ce soir. Giulietta avait disparu, je devais la retrouver avant d'informer ses parents. J'étais à présent franchement inquiète. Mon amie était si naïve, du genre à faire confiance à n'importe qui. J'espérais que rien de grave ne lui était arrivé. C'est sans doute cette péripétie, plus l'agression de la veille, qui me firent craquer. Subitement, je fondis à chaudes larmes sur mon canapé. Je pleurais comme une madeleine. Alors ici, j'ai rajouté du passé simple. Jusqu'à présent, on a vu beaucoup d'imparfaits, de passé composé, on a vu d'autres temps, le futur proche, le futur simple, mais on n'a pas vu de passé simple. Alors, dans le langage courant, oral, le passé simple, c'est vrai que vous l'utilisez beaucoup moins souvent, mais le passé simple, c'est le temps du récit. Et comme je vous ai dit, même si c'est pas une grande littérature, nous sommes dans un récit. On raconte l'histoire de Giulietta et de ses amis. Donc, elle avait disparu, et ici, Paloma craque, hein, voyez. D'ailleurs, alors, plus l'agression de la veille. Alors, pourquoi je prononce le S de plus dans la phrase? C'est sans doute cette péripétie plus l'agression de la veille qui me firent craquer. Alors, je prononce le S de plus parce que ça veut dire en addition. C'est-à-dire il y a déjà eu l'agression de la veille pour Paloma et en plus, c'est-à-dire on rajoute en plus la disparition de Giulietta. Donc ça fait beaucoup et qui me firent craquer, c'est-à-dire elle tombe en larmes, c'est-à-dire elle pleure, hein, elle pleure et d'ailleurs elle dit je fondis à chaudes larmes sur mon canapé. J'aurais pu prendre un imparfait, mais j'avais envie de vous mettre du passé simple pour vous montrer cette conjugaison, parce qu'il y a aussi des élèves qui adorent lire les contes de fées, qui adorent lire aussi des ouvrages classiques du 19e siècle où il y a beaucoup plus de passé simple. Donc là, j'ai mis du passé simple pour vous raconter, voilà, on revient dans un récit, le récit de Paloma, et donc j'ai choisi d'être un petit peu en mode vintage, en mode un peu rétro, parce que je trouvais que c'était bien aussi de présenter ce temps, même si à l'oral et dans la vie de tous les jours il est moins utilisé. Vous risquez de le retrouver beaucoup dans les biographies, dans les récits littéraires et également dans voilà, donc les contes de fées et les récits classiques, notamment au 19e siècle. Donc ici, on nous raconte, hein, Paloma nous raconte subitement, vous voyez, elles font en larmes.
Voilà, elle fond en larmes, elle n'en peut plus. Elle était, donc une action était en cours de déroulement, tout d'un coup quelque chose se passe, bah, ici elle était en train de rechercher Giulietta et tout d'un coup elle se met à pleurer. Voilà, donc pas c'est simple. On peut prendre cet exemple assez classique, je me promenais dans la rue quand subitement je vis une voiture rouge arriver. Vous voyez, il ne se passait rien, c'était monotone, et tout d'un coup une action arrive, pas c'est simple. Ben là, c'est ce qui se passe. Elle était, c'est pas qu'il ne se passait rien, mais enfin, elle était chez elle, elle attendait des nouvelles, et tout d'un coup, elle pleure parce que ça fait beaucoup trop de choses pour elle. Et expression, je pleurais comme une madeleine, c'est une expression idiomatique qui veut dire elle pleure beaucoup. Voilà, c'est-à-dire elle n'arrive pas à s'arrêter, elle n'arrive pas à retenir ses émotions, c'est normal. Giulietta, c'est sa meilleure amie. Elle se faisait une joie de la retrouver pour faire la fête ensemble, et puis là on lui dit bah Giulietta a disparu, elle-même vient d'être dans une situation délicate, quelqu'un l'a poussée contre un mur, quelqu'un en qui elle avait toute confiance, donc bien sûr c'est complètement normal qu'elle imagine le pire, on dirait aussi dans mon expression idiomatique se faire des films, c'est complètement normal, c'est la preuve aussi qu'elle tient à son amie et qu'elle s'inquiète pour elle, voilà c'est vraiment la preuve que c'est une bonne amie même si elle n'est pas optimiste. Je trouve que le comportement de Giulietta est un petit peu léger, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que Giulietta, elle pense à visiter et elle ne pense pas à prévenir ses amis, à leur téléphoner. Tout le monde s'inquiète pour elle. Et donc Paloma décide de ne pas aller au travail, elle préfère avoir un rendez-vous avec Fabrice pour essayer de retrouver Giulietta et pour être avec un ami parce qu'elle est inquiète et donc elle dit je devais la retrouver avant d'informer ses parents. Oui, avant de faire peur aux parents, elle va essayer de voir si Giulietta ne s'est pas perdue, si elle n'est pas allée à un endroit par erreur, vous voyez. Et là-dessus, même dans son inquiétude, il y a quand même bien sûr quelque chose de sûr. Oui, Giulietta est à Osgore par erreur au lieu d'être à Paris, donc il ne lui est rien arrivé. Mais Paloma et Fabrice ne peuvent pas le savoir. Et regardez d'ailleurs le téléphone. Tu as des nouvelles? Non. Et toi? C'est inquiétant. Oui, rendez-vous à 16h chez toi. Parfait, on avisera. Alors, rendez-vous en abrégé, c'est RDV. 16h, vous voyez, on met le chiffre, donc 4h de l'après-midi, c'est 16h, donc 16 et H. Chez toi, c'est-à-dire chez Fabrice, donc dans l'appartement de Fabrice, et on avisera, c'est-à-dire on va voir ce qu'on va faire, et ici c'est un futur simple, puisque quand ils écrivent le message, ils sont en train de faire une projection de ce qu'ils vont faire, pour l'instant ils n'ont aucune idée, rien n'est planifié, donc on prend un futur simple, ils sont vraiment un petit peu désespérés, voilà, des messages brefs. Et puis, ce qu'on peut dire aussi par rapport au niveau de la grammaire, j'espérais que rien de grave ne lui était arrivé. Vous voyez, j'espérais, donc c'est les circonstances, c'est l'état d'esprit aussi de Paloma, elle l'espérait, que rien de grave ne lui était arrivé, passé composé. Donc ici, elle espérait que rien ne lui est arrivé, parce que en fait, comment dire, ici c'est plus que parfait, excusez-moi, que rien ne lui était arrivé, je suis en train de me dire non, j'espérais que rien ne lui était arrivé, ce n'est pas un passé composé, c'est un plus que parfait. Oui, dans cette dernière diapositive, je vous ai mis des temps complémentaires, le plus que parfait, puisque vous avez l'auxiliaire être qui est donc conjugué à l'imparfait et arrivé le participe passé. Voilà. Donc ici, donc une action avant, là nous sommes dans le passé et elle fait un saut dans le passé, donc elle espérait que rien ne lui était arrivé. Voilà. Donc, excusez-moi, vous voyez, c'est du direct hein, quand je suis en train de commenter, puisque j'utilise aussi ces épisodes pour faire des cours en direct à des personnes qui me posent des questions. Ensuite, nous allons avoir donc comme d'habitude, ce qu'on appelle des focus hein, sur certains sujets. Ça, c'est pour ceux qui sont à deux au niveau supérieur, donc ils peuvent lire par eux-mêmes. Vous avez les exercices avec les corrigés. Je vous remercie d'être resté jusqu'à présent sur la lecture de cet épisode et les explications. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent juste lire en toute autonomie l'histoire de Giulietta, suivez les chapitres de la vidéo et regardez aussi les corrigés des exercices. Et je le redis, hein, quand vous faites les exercices,
pensez à mettre sur pause avant de regarder tout de suite le corriger. Le but, c'est d'essayer de chercher par vous-même et d'être autonome. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, bonne lecture et bonne découverte.
Merci.